Ils ont couché les bouteilles. Non? Absolument. Salut Bernard, comment tu vas? Vous êtes à l'heure, c'est merveilleux. Stop, la chaîne accueil. Alors. Bon. Mais je vois. Alors. C'est bien le taxi moto. C'était vite, hein? J'ai été après il vous a commandé. Le truc c'était pas longtemps, hein? Voilà, le temps de s'installer dans cette grande salle de sport, certainement ce matin que le MEDEF a organisé ici, sur le campus d'HEC. Le temps de vous demander aussi un peu de silence dans la salle, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Je sais que nous sommes au réveil, je sais qu'on fait connaissance ce matin, qu'on prend des nouvelles, que la plupart d'entre vous ont dansé toute la nuit, certainement à l'occasion, mais je vais demander un peu de silence, s'il vous plaît, que l'on puisse commencer. Notre plénière, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. Les intervenants, vous savez que quand je demande le silence dans la salle, il est aussi pour vous sur scène, vous imaginez, parce que comment voulez-vous que je donne l'exemple? Je vais me faire gronder par le public après. Alors, une plénière un peu particulière ce matin. On va parler de sport. Alors pour tout vous dire, moi-même, je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on m'appelle en tant que journaliste pour animer quelque chose sur le sport, soit parce qu'on a vu en moi l'immense sportif, alors qui se cache vraiment caché, soit parce que je porte le nom d'une paire de skis. En tout cas, il doit y avoir une bonne raison. Ou alors tout simplement parce que comme tous les journalistes, en fait, je ne connais rien à rien. J'en ai fait mon métier. Et donc, parce que je ne connais rien à rien, je suis venu apprendre. Et c'est certainement l'objet de ma présence à vos côtés aujourd'hui. Je viens apprendre des choses. Des choses parce que quand on parle d'économie, quand on parle d'entreprise, on va découvrir énormément de choses. On va apprendre des choses certainement ensemble sur le sport. On ne s'intéresse peut-être pas forcément, on ne s'intéresse peut-être pas assez à toutes les facettes, et même des facettes cachées du sport et des filières du sport. Je voudrais que l'on puisse en parler tout au long de la matinée. Vous avez eu la gentillesse de venir, mais eux, ils ont été sympas de venir, il y en a même qui viennent de loin. Je vous demande, pour commencer, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir cette belle brochette d'invités que nous avons. Mesdames et messieurs, bienvenue. Évidemment, vous êtes là pour participer, vous êtes là pour poser des questions. Vous êtes là aujourd'hui pour les interpeller à mes côtés. Ça va être affiché sur les écrans. Alors, on va tous mettre, s'il vous plaît, de grâce, mettez vos téléphones sur silencieux. Je n'en peux plus de la compétition des sonneries des années 80 sur vos téléphones. Voilà, pendant toutes les plénières, les conférences. Donc on met sur silencieux, mais on ne coupe pas le téléphone. Vous pouvez m'envoyer des SMS avec vos questions. C'est écrit à l'écran, MEDEF 1, suivi d'un espace. Vous tapez votre message et vous l'envoyez au 31 035. Et puis sinon, vous téléchargez l'appli Wisembly. Si vous êtes là depuis quelques jours, vous connaissez. a2p.wisembly.com. Vous entrez le mot-clé MEDEF 1. Bref, vous n'avez rien compris, moi non plus. Mais de toute façon, c'est écrit sur les écrans. Et on vous le rappellera régulièrement. Voilà. Et il y a même encore plus simple, c'est qu'on fera passer le micro dans la salle régulièrement pour que vous puissiez aussi leur poser beaucoup de questions. J'ai le plaisir d'accueillir toutes ces personnalités ici. Je vous les présenterai au fur et à mesure de leur prise de parole. On va parler du sport. J'ai envie d'apprendre d'abord ce que représente le sport dans l'économie en France. C'est quoi le sport ? Que représente le sport dans l'économie de notre pays? On a plein de choses à apprendre, plein de données, plein de chiffres particuliers certainement à découvrir ensemble. Et puis ensuite, je voudrais qu'on se projette sur ces filières d'avenir. En quoi le sport est un levier et toute l'économie du sport et toutes les branches du sport sont des leviers de croissance pour notre pays. Ils vont nous en parler. Je voudrais vous donner la parole en priorité et pour ouvrir cette table ronde, Philippe Joffard. Vous êtes notamment le président de Sherpa Finance. On connaît votre carrière d'entrepreneur. Vous êtes aussi au MEDEF à la tête de la commission sport. Vous appelez ça commission sport au MEDEF, c'est ça ? Comité sport. Le comité sport au MEDEF.
Philippe Geoffard, pourquoi est-ce que le MEDEF a décidé de parler de sport? Il y a tellement d'autres sujets, on aurait tellement de ministres à enquiquiner, d'ailleurs celle du sport n'est pas là ce matin. Pourquoi est-ce qu'on parle du sport à l'université d'été du MEDEF et en quoi ça vous concerne au MEDEF? Alors d'abord, en quoi ça nous concerne? Au MEDEF, parce qu'on a constaté que le sport était un élément sociologique et de croissance économique considérable. En plus, j'ai Denis à mes côtés et nous avons décidé, il y a 3 ans et demi, avec le Comité national olympique français et Denis Masseglia, de travailler à une nouvelle gouvernance dans le sport et donc de s'associer, MEDEF et Comité national olympique. C'était, je crois, important que le Comité national olympique reconnaisse le MEDEF comme étant l'interlocuteur privilégié avec, entre eux, les sportifs, le mouvement sportif et le monde de l'entreprise. Puis à part ça, donc le sport, c'est quoi? C'est un marché qui finalement n'est pas très bien connu. Parmi la première mission que le comité sport s'est donnée, c'était de mieux définir le marché. On a essayé de travailler avec Bercy, ils appellent ça un compte satellite. C'est tellement satellite d'ailleurs, c'est qu'ils l'ont satellisé et nous n'avons pas encore des chiffres réellement officiels. Il reste que nous l'estimons aujourd'hui à environ 35 milliards. Le matériel est entre 7 et 10 milliards. Ça représente environ 1,7-1,8% du PIB français. C'est surtout 16 millions, pratiquement 16 millions de licenciés, 34 millions de pratiquants. C'est pratiquement 200 000 clubs, on estime les clubs aux environs de 180 000, 200 000, et le nombre de bénévoles, c'est une population considérable de 1 million, sur lesquels d'ailleurs 3 millions de bénévoles. Donc sur lesquels d'ailleurs la plupart complètent leurs 35 heures. Donc, et là, il y a peut-être une réflexion économique et sociale à mener. Vous noterez donc que c'est le premier parti de France. On retrouve d'ailleurs, en termes sociologiques, la sociologie du pays. C'est-à-dire quand vous prenez les sportifs, vous retrouvez exactement, avec le nombre d'ailleurs, ça paraît logique, mais aujourd'hui, c'est donc une population considérable. J'évoquais une part dans le PIB qui est d'environ 1,7-1,8%. L'Allemagne serait plus proche de 2,5%. C'est-à-dire que pratiquement, nous nous attacherions à rattraper l'Allemagne et un certain nombre de pays d'Europe du Nord qui sont encore plus importants. Nous aurions pratiquement 0,1% de croissance chaque année. Donc, si nous en cherchons aujourd'hui, nous en avons là. La France aussi, qui est un pays exceptionnel. C'est-à-dire que nous avons par notre géographie et par notre histoire, sans doute le pays sportivement le plus intéressant. On n'a pas un territoire immense qui, à l'échelle du monde, doit représenter un grand terrain de football. Nous pouvons y pratiquer absolument tous les sports et de la manière la plus extrême. Que ce soit de l'alpinisme à la mer, Marc Tercelin est avec nous, mais mer active, course croisière, mais aussi le surf, etc. Et à l'intérieur du pays, nous avons une géographie idéale. En plus, nous avons une histoire. Denis est là pour représenter le Comité national olympique, à la fois une histoire olympique, mais une histoire dans les grands événements, dans les grands champions, etc. Bref, une géographie exceptionnelle et une histoire absolument exceptionnelle qui nous permet de dire que la France rayonne, mais pourrait encore plus rayonner dans le monde sportif. Alors, voilà donc les éléments. Dernier point, les valeurs partagées entre l'entreprise et le sport. Et on va y venir, bien sûr. La stratégie, la vision, etc. Donc ces 3 éléments, à la fois un pays exceptionnel, un potentiel économique, le partage des valeurs entre les sportifs et l'entreprise, qui ont fait que le MEDEF a souhaité s'engager clairement dans le sport en soutenant les sportifs. Et puisque vous le soulignez, vous le citez, il est à vos côtés Denis Masseglia, qui est le président du CNOSF, Comité national olympique et sportif français. Denis, vous avez commis un ouvrage avec Pascal Boniface, le sport, c'est bien plus que du sport. C'est aussi un joli mot d'introduction pour cette plénière. Ça veut dire quoi, le sport, c'est bien plus que du sport? Qu'est-ce que je dois savoir? Que moi, chef d'entreprise, patron de ma TPE, de ma PME, de ma fédération professionnelle, de mon syndicat, enfin tous les gens qui sont représentés ici, et moi, français moyen, qu'est-ce que je ne sais pas? Pourquoi le sport, c'est bien plus que du sport? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole en ayant souligné l'intérêt de le faire avec un ouvrage. Le sport, c'est bien plus que du sport. Effectivement,
pour bien indiquer que le rôle sociétal du sport et du mouvement sportif qui l'anime va bien au-delà de ce que les médias relatent, c'est-à-dire la seule face émergée du sport professionnel ou du sport de haut niveau ou du sport dont on parle. Et je crois que c'est important qu'on le situe aujourd'hui en termes de sport filière d'avenir, parce qu'il me semble que c'est un pari qu'il faut faire. Je sais que le monde entrepreneurial aime bien les challenges, aime bien oser. Moi, j'aime bien aussi qu'on utilise le mot oser. Oui. Il va bien falloir un jour que l'on ose miser sur le sport parce qu'il représente un vrai enjeu pour notre pays. Et qu'il faille un jour le considérer non pas comme une charge, mais comme un investissement. Je veux juste citer un petit exemple. On a eu l'année dernière les Jeux Olympiques de Londres. Oui. Leur devise était « Inspirer une génération ». Posons-nous la question, pourquoi les Anglais, qui ont dans leur histoire intégré le sport comme étant un élément éducatif de premier ordre, qui ont pour tout le monde le symbole, qui sont le symbole de ce qu'on peut avoir comme présence sportive au cœur de la société. Si les Anglais ont eu besoin de mettre avec les Jeux Olympiques une sorte de dynamique pour inspirer une génération, rendez-vous compte de ce que ça peut représenter pour nous. Alors moi, je tire un signal d'alarme aujourd'hui. Il y a un jeune sur 3 qui ne fait pas de sport dans un club. Un jeune sur 2 dans les quartiers sensibles. Si ça, ce n'est pas un investissement qu'il faut faire, non pas une fois que les voitures brûlent, mais avant, je crois que je n'ai pas compris grand-chose au problème. Et j'espère que j'ai raison. Alors, on va avoir l'occasion évidemment d'en parler. On va essayer de comprendre un peu ce que font tous les intervenants aussi au milieu de cette table ronde. Est-ce que certains n'avaient rien d'autre à faire que de venir nous voir? On va se dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Christophe Blanchard-Dignac, vous êtes à la tête de la Française des Jeux. Alors évidemment, on connaît l'activité des Françaises des Jeux. On vous connaît aussi dans le monde du sport et notamment bien sûr à travers le cyclisme. Et puis il y a plein de choses que l'on découvre quand on gratte et pas que des tickets à la Française des Jeux. On découvre aussi votre investissement dans le sport, dans une fondation. Racontez-nous l'implication énorme et comment la Française des Jeux pèse dans le sport en France. Voilà, et pour relier évidemment à la thématique du jour sur l'importance du sport dans notre pays. Bien, bonjour à tous et à toutes, comme vient de le dire Denis. La Française des Jeux a un lien assez naturel avec le sport, parce que le sport, c'est le grand public, c'est notre public. C'est la première fois que j'ai arpenté, si j'ose dire, les routes du Tour de France dans la voiture du directeur sportif de la Française des Jeux. J'ai découvert le monde qui était là. Et ce monde extraordinaire, on a la chance d'avoir un événement mondial qui est le Tour de France, un événement annuel. C'est un élément de notre patrimoine, c'est phénoménal. Donc c'est un peu naturel qu'on soit investi dans le sport parce que le sport c'est populaire et notre entreprise est une entreprise populaire avec 27, 28 millions de clients chaque année. Donc c'est tout de même beaucoup de monde, 2 adultes sur 3 qui jouent au moins une fois par an. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Parce que, je parlais, on oui. Imagine le sponsoring, mais est-ce que vous faites avec les jeunes sportifs avec... Une petite minute. Voilà, alors qu'est-ce que nous faisons? Je suis curieux, vous voyez. D'abord, on a une activité un petit peu économique en matière sportive, puisqu'on est opérateur de paris sportifs. Ça représente 12% de notre activité, elle s'est beaucoup développée. Donc, on organise des paris essentiellement dans nos points de vente, puisque nous avons 35 000 points de vente, donc 25 000 sont habilités à distribuer du pari sportif. C'est le commerce de proximité qui fait partie aussi des atouts économiques de notre pays. On est présent dans 12 000 communes, hein, donc c'est pour vous dire que c'est une présence assez forte. Alors, nous sommes opérateurs de paris sportifs, nous sommes aussi, comme vous l'avez dit, sponsors. On investit à peu près une vingtaine de millions d'euros, 23 millions d'euros pour être précis, par an, dans le sponsoring sportif, notamment dans une équipe cycliste
dont le retour sur investissement est excellent, quel que soit le contexte dans lequel on évolue, parce que la présence sur le Tour de France est quelque chose d'absolument phénoménal, mais pas uniquement. Et puis, nous avons depuis plus de 20 ans une fondation qui est dédiée au sport. L'autre jour, j'avais une discussion avec un parlementaire, je ne dirai pas le nom, qui me disait « Je voudrais faire quelque chose sur le mécénat sportif, est-ce qu'il y a des propositions ?» Je lui ai dit « Écoutez, je vais vous faire une remarque, surtout ne touchez à rien. » La fiscalité, je veux dire, moins on y touche, mieux on se porte. On a un dispositif assez incitatif en France en matière de mécénat. Surtout, le mieux vous faites, vraiment, vous touchez à rien. Donc on a un dispositif fiscal très intéressant qui nous permet d'avoir un crédit d'impôt, donc c'est tout de même appréciable, 60%, c'est pas rien. Et on investit assez peu en France. Les entreprises françaises investissent peu dans le sport. Là, je suis en train de vous parler pas du sport en tant qu'activité économique, mais en sujet d'investissement pour faire de la publicité ou pour faire du mécénat, ce qui permet aussi, c'est important pour la cohésion dans l'entreprise, hein, la cohésion des collaborateurs. Donc, parce que la Fondation française des Jeux, qui est dédiée au sport, qui aide des sportifs quand ils en ont besoin, c'est-à-dire au début de leur carrière, avec beaucoup de médailles olympiques quelques années plus tard, qui aide aussi... le premier sportif que nous avons aidé, c'est Stéphane Diagana, donc il y a 22 ans pour être dont on connaît la réussite. Donc il y en a 350 depuis, et puis qui aide aussi à travers des associations, des initiatives intéressantes pour l'insertion par le sport, parce que le sport, ce sont des valeurs, et la valeur du sport, ce sont ces valeurs. Et nous, ce que nous faisons, c'est qu'en investissant dans les valeurs du sport, on démultiplie notre impact économique, l'impact économique de notre investissement, puisque c'est l'actif du sport, les valeurs du sport. Donc plus on développe les valeurs du sport, plus on rentabilise notre investissement dans le sport. Et on ira un peu plus loin ensemble tout à l'heure. Alors pour vous dire, juste, le Tour de France et le sponsoring cycliste, on estime à 3 fois le retour sur médiatique, on l'estime à 3 fois notre investissement dans le cyclisme. C'est un des investissements, je dis ça si jamais il y en a qui étaient intéressés par venir nous rejoindre dans cette grande aventure, c'est certainement pour une entreprise française l'un des investissements les plus intéressants qui soit, le cyclisme, parce qu'il y a une présence très 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 forte et l'équipe porte le nom de l'entreprise. Le micro. Merci. Pardon. Beaucoup, et c'est en termes de ROI. Merci beaucoup Christophe. Alors, Guillaume Sarkozy, vous êtes à la tête de Malakoff Médéric. Qu'est-ce que vous faites autour de cette table ce matin? En quoi ça intéresse Malakoff Médéric, le sport? Alors, évidemment, je fais le candide et le naïf. Racontez-moi un peu ce qui vous intéresse dans le débat qui nous préoccupe ce matin. Moi, ce qui m'intéresse dans le sport, c'est la valeur d'exemple. Et je vais prendre 2 exemples pour illustrer cette valeur d'exemple. Nous sommes très présents dans le handisport, dans le sport des handicapés. Et la première fois que j'ai eu la chance, parce que c'est une chance et c'est difficile, d'assister à une compétition de handisportif, c'était à Deauville, je me souviens, c'était un concours de dressage d'équitation. Et il y avait là une très jolie jeune femme de 20 ans, une Danoise, au niveau championnat d'Europe. Dont le corps s'arrêtait au nombril. Elle n'avait plus rien, semble-t-il, en dessous de son nombril. Très jolie jeune femme, posée sur son cheval, qui a fait une compétition, et j'ai beaucoup hésité avant de la photographier, mais après tout, bon, elle était là, et c'est ce contact exceptionnel, parce que le soir, il y a une soirée, elle dansait, elle était joyeuse, et le lundi matin, j'ai pris les photos et je les ai projetés à mon comité exécutif en disant, voilà, maintenant nos petits soucis, ils sont derrière. C'est une histoire, évidemment, mais cet exemple-là est extraordinaire. Nous avons été aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques également. Nous sommes très présents dans les Jeux mondiaux, là, il y a 1 mois ou 2 mois à Lyon. La valeur d'exemple est exceptionnelle et nous avons beaucoup à apprendre. Et la deuxième idée, c'est l'effet sur l'entreprise. Puisque moi, ce qui m'intéresse dans le sport pour l'entreprise, c'est l'activité physique. Et là, je dois vous dire, mes amis, l'activité physique dans l'entreprise, c'est un vecteur de productivité dont vous n'avez pas idée. Alors, depuis 2 jours, le 3e jour, vous cherchez de la productivité. On va vous expliquer, je suis tout à fait prêt à vous expliquer, que vous allez en faire de manière considérable si vous mettez votre entreprise
dans le sport et dans l'activité physique. Et on parlera évidemment, bien sûr, de bien-être, notamment avec le sport. On parlera de santé, et c'est important. Je voudrais que nous saluions la présence, et nous en sommes évidemment très heureux et honorés également, de Bernard Lama à nos côtés. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Merci. Et je vous le dis d'autant plus qu'il vient d'une région de France, exprès pour nous ce matin, une région super éloignée, plus que la Bretagne, alors vous imaginez. Bernard nous vient de Guyane, exprès pour l'université, et je voulais vous remercier Bernard d'être venu. Bernard, vous avez toutes les casquettes, évidemment, le champion que l'on a tous admiré, vous nous avez tous fait vibrer évidemment, et vous faites partie de nos fiertés dans ce pays. Vous êtes aussi un chef d'entreprise, vous êtes dans l'eau, en Guyane, voilà, vous vendez de l'eau. Et puis, vous êtes à la tête d'une association, fondation qui s'appelle Diambar ou Diambars. Vous allez m'expliquer. Et en même temps, 28e casquette, vous travaillez, et vous voyez, on en apprend tous les jours sur un point important, mais aussi pour l'économie de notre pays et en Guyane. Vous travaillez pour une base française pour préparer les JO et la Coupe du Monde de foot au Brésil. En fait, nos sportifs vont venir s'entraîner en Guyane et vous êtes le patron de ça. Je vous laisse m'en dire un peu plus, évidemment, sur ces sujets et sur la thématique de notre matinée. Merci, bonjour à tout le monde. Monsieur Sarkozy vient de le dire, le sport est primordial pour notre équilibre. En ce qui me concerne, il m'a permis de me construire en tant qu'homme. Quand j'étais gamin, j'étais petit, rond, boulimique. Et grâce au sport, j'ai pu développer une personnalité et ensuite en faire un métier. Donc, à la suite de ma carrière, effectivement, je suis rentré en Guyane. Mais pendant ma carrière, j'avais déjà mis en route certaines choses. Et une chose qui me tient à cœur plus particulièrement, c'est Diambars. Alors, Diambars en Wolof, dialecte sénégalais, ça veut dire les guerriers, que nous transformons en champions. Ce sont des enfants, c'est ça, des adolescents? Champions de la vie, c'est-à-dire que le principe est d'utiliser le sport comme moteur pour l'éducation. Donc notre volonté, c'est de former le citoyen de demain et puis surtout d'utiliser les valeurs positives du sport qui permettent de se développer individuellement, mais qui permettent de développer un état d'esprit collectif. On revient encore à M. Sarkozy qui le disait tout à l'heure, qu'effectivement dans l'entreprise, quand il y a un point commun indépendamment du travail de l'entreprise, mais quand on y rajoute quelque chose derrière, je pense qu'il y a toute une dynamique qui se met en place et qui permet de compenser certaines choses. Pourquoi investir dans le sport aujourd'hui? Parce que je pense tout simplement que c'est l'un des meilleurs vecteurs d'éducation que nous ayons aujourd'hui. Je pense qu'il est préférable de voir des jeunes sur des aires de sport, des aires de jeu, plutôt que dans la rue à se morfondre et à faire des bêtises. Donc c'est tout ça qu'on développe dans Diambars. La volonté aussi d'utiliser les stades comme un lieu de rencontre et de partage des savoirs. C'est-à-dire que nous avons mis en place des programmes pédagogiques, notamment au Stade de France, au Stade Bollaert, au Stade Vélodrome à Marseille, en utilisant tous ces espaces qui en fait ne sont pas utilisés. Puisque dans un stade, il y a bien sûr des vestiaires, il y a un terrain de football, mais il y a surtout des salles qui ne sont pas utilisées. Donc nous avons eu l'idée de les utiliser avec le concours du Stade de France et ça nous permet de développer notre pédagogie, ça nous permet d'inviter dans ces lieux des jeunes de ZEP, zone d'éducation prioritaire, et de voir leur transformation. Alors, j'entends bien le rôle du sport dans l'éducation, dans le bien-être, dans la santé, dans l'économie évidemment, dans le social aussi. Qu'est-ce qu'entend le philosophe que vous êtes, Raphaël Antoven, avec nous ce matin? D'abord, que fait un philosophe sur une plénière qui parle de sport? Vous êtes sportif vous-même, vous êtes un passionné? Et je suis un praticien acharné de sport, effectivement, ce qui me permet de continuer à fumer sans avoir trop mauvaise conscience, en vérité. On coupera ça au montage, s'il vous plaît, dans la vidéo. Bon, et je croyais qu'on était en direct. C'est pour ça. Donc c'est l'instant du philosophe. Je vais essayer de faire bref, parce que vous savez, parler du sport, c'est comme parler de musique. Au fond, c'est moins intéressant que de le pratiquer. Donc je vais faire bref. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est... Bon, ma
place est au moins aussi légitime que celle d'un chef d'entreprise à cette tribune pour parler de sport. Mais je vais essayer de le faire différemment. On parle depuis tout à l'heure des valeurs du sport. C'est un sujet qu'on ne questionne pas en vérité. Et il faut toujours s'interroger sur la valeur de nos valeurs. Or, avec le sport, il y a 3 problèmes que je vais énoncer très rapidement et que peut-être on aura l'occasion de développer ensuite. 3 problèmes très simples. Le premier, c'est qu'il faut quand même rappeler que le sport, c'est aussi la loi du plus fort. Le deuxième problème, c'est que le sport s'inscrit dans un univers démocratique qui confond bien souvent l'équivalence des droits avec l'équivalence des talents. Pour le dire très simplement, vous avez tous le droit de courir le 100 mètres en 9,54. Voilà. Je ne suis pas sûr que vous en soyez tous capables. Et le troisième problème, qui est vraiment celui qui me préoccupe et celui sur lequel j'ai eu du plaisir à travailler pour les besoins de cette rencontre, c'est cette ambiguïté fondamentale du sport, qui va vous sembler évidente d'ailleurs, qui est l'ambiguïté qu'il y a, ou l'équivoque du sport, entre le fait de s'accomplir dans le sport, de retrouver la santé, de se sentir mieux, de trouver sa place, et le culte de la performance, c'est-à-dire le dépassement de soi. Et le sport est à la charnière de ces 2 tentations, de ces 2 tendances proprement démocratiques, qui sont l'accomplissement de soi, d'un côté, et le dépassement de soi. En termes mythologiques, on a parlé souvent des dieux du sport. Les dieux du sport, il y en a 2. C'est Orphée, le dieu à la voix de miel, enfin le dieu, l'entité mythique à la voix de miel qui fait chanter les pierres, et qui est la figure de l'art de trouver sa place sur Terre, dans un cosmos fini, dans un univers ordonné, et Prométhée, qui est le titan qui dérobe le feu aux dieux pour le donner aux hommes, qui est une figure de la démesure, qui est une figure de la performance, et qui, en ce sens, est une vraie figure démocratique. Et cette tendance, je m'arrête là, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensuite, mais moi je continue là alors. On vous écoute avec délectation, donc continuez. Et alors justement, parce que cette tendance-là, cette séparation, cet équivoque entre Orphée et Prométhée culmine avec l'exemple du dopage. Pour le dire très simplement, je prends un exemple qui vous sera familier. Je vais vous apprendre quelque chose. Armstrong était dopé. Non. Si, non, mais qui l'eût cru? Le rescapé d'un cancer qui escaladait l'Alpe d'Huez à 25 km/h, qui établissait une moyenne horaire de 41 km/h sur terrain plat contre des adversaires eux-mêmes ouvertement gavés de PO, je veux dire, ne devait pas seulement ses performances au régime alimentaire. C'est un scoop. Je veux dire, on n'a pas assez dit la mauvaise foi des gens qui ont faim d'être surpris par le fait qu'Armstrong était dopé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il ait triché n'enlève rien à son talent, puisque tout le monde en faisait autant. Donc c'est en un sens à armes égales qu'il a battu ses concurrents. Non. Je proteste. Christophe Blanchard-Dignac proteste. Mais ce qui est intéressant avec Armstrong, c'est qu'avec Armstrong, le vélo tient son Jonas, son bouc émissaire, son coupable. D'ailleurs, c'est intéressant, vous savez que Jéricho s'effondre quand on fait 7 fois les tours des murailles. Or, Armstrong s'est effondré après 7 Tours de France. Et alors, souvenez-vous du lexique. Souvenez-vous du lexique au moment de la déchéance d'Armstrong. Descente aux enfers, destitution, justice est faite. C'est-à-dire qu'après avoir tenu le rôle du héros, dont le corps a guéri, et quelle partie du corps? Après avoir tenu le rôle du héros dont le corps a guéri, dont le corps a survécu, Armstrong a tenu le rôle du bouc émissaire dont la crucifixion était censée rendre sa vertu à la petite reine. Et alors, il faut se demander ici qui est coupable, si vous voulez, parce que la sanction qui a frappé Armstrong n'était pas vraiment une punition, c'était plus un châtiment. Et il faudrait savoir ici qui est coupable. Est-ce que c'est le tricheur? Bien sûr, naturellement, personne n'en doute. Mais il n'y a pas que le tricheur, c'est aussi le système, évidemment. Le système que gangrène l'appât du gain. Vous savez, il y avait une une de Charlie Hebdo comme ça qui disait « Le sport pourrit l'argent ». Et... Mais je crois qu'il y a aussi un coupable qu'on ignore. C'est qu'au fond, ce qu'Armstrong symbolise dans son corps malade, c'est l'exigence démocratique d'être le meilleur. Et le coupable, ici, contrairement à ce qu'on pense, le fantasme du surhomme, Armstrong, n'est pas le propre des dictatures.
Le fantasme du surhomme, c'est le propre de la démocratie. D'une démocratie, c'est-à-dire de la loi du marché. La loi du marché, c'est la dot de la démocratie. Supprimez la loi du marché dans une démocratie, vous obtenez des massacres de masse. Donc, on n'a pas le choix, en un sens. Mais le surhomme est né, précisément, de cette injonction démocratique. Les démocraties sont impitoyables avec celui qui, en se dopant comme les autres, n'a pourtant fait que répondre à la demande du consommateur. Armstrong n'est pas coupable d'avoir triché. Armstrong est coupable d'avoir obéi. Il a obéi à la foule de ceux qui voulaient voir un surhomme. Alors, Raphaël, évidemment, je vous redonne la parole au cours de cette table ronde. Permettez-moi quand même de me tourner vers Christophe Blanchardinac, tout simplement parce que, d'abord une réaction bien sûr, et pour le coup, s'il y a des gens qui se bagarrent justement dans la lutte contre le dopage, c'est notamment l'équipe française des Jeux et les jeunes de l'équipe française des Jeux. Je vous laisse évidemment répondre à cela, peut-être pour donner une claque à nos idées reçues. Bon, très vite. D'abord, c'était évident. Je veux dire, moi, la première fois, je ne suis pas du tout spécialiste de cyclisme au départ, c'était le rugby et le sud-ouest. Hein. Donc, j'arrive, première étape des Pyrénées avec Marc Maillot, toujours dans la voiture, hein, bien sûr. Je vois mes types qui étaient tout à fait à l'arrière, dans ce qu'on appelle le groupe Eto, qui tiraient la langue, et puis il y a une espèce de locomotive qui passe à toute allure, et plus ça montait, plus il accélérait. En réalité, c'est un effet d'optique hein, qui fait ça. Oui. Et puis à l'arrivée, donne des interviews, tout frais, je dis, celui-là, il y a quelque chose. Alors, le premier de l'équipe française des Jeux, en 2000, quand je suis arrivé à la Française des Jeux, était 72e du Tour de France. Cette année, ça n'a pas été un très bon Tour de France pour nous, mais l'année d'avant, on a réussi tout de même à être dans les 10 premiers. Ce qui veut dire qu'il y a des progrès dans la lutte contre le dopage. Bien sûr. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, il y a des endroits où on ne cherche pas, il y a des sports où on ne cherche pas autant que dans le cyclisme, et il y a des activités dans lesquelles on ne cherche pas. Donc si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc il y a beaucoup de contrôle dans le cyclisme, il y a eu des progrès, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et nous, évidemment, dont l'activité est fondée sur le respect des règles, vous imaginez que le type de sponsoring qu'on imagine et que l'on met en place, ce qu'on appelle du sponsoring engagé, dans lequel on essaie de démontrer qu'avec des jeunes qu'on forme dès le départ dans un bon plan, on arrive à faire des champions qui ne se dopent pas, et qui, quand ils gagnent une compétition, on sait qu'ils l'ont gagnée à la loyale. Mais je le répète, si on ne cherche pas, on ne trouve pas, si on ne s'étonne pas de certaines performances où des personnes, pendant des heures et des heures, sont infatigables, eh bien, si on ne cherche pas, ben, on ne trouvera jamais. Dans le cyclisme, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on cherche. Et merci encore aussi de vous bagarrer et d'inculquer ces valeurs et d'appuyer surtout les valeurs aussi des jeunes sportifs. On sait que vous le faites avec votre fondation notamment. On est vraiment sur cette thématique, sur qu'apporte le sport à la France. Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Qu'est-ce que je devrais savoir de plus? Peut-être Philippe Joffard, Denis Masseglia, apprenez-nous des choses supplémentaires. Oui, on peut, en rebondissant sur ce que disait Raphaël, se poser la question de savoir ce que l'entreprise apporte au sport. Parce que vous parliez d'obéissance après juste titre, c'est-à-dire non seulement c'était une obéissance à l'attente du public, mais aussi peut-être des entreprises. C'est pour ça qu'une des premières choses que nous avons fait au MEDEF, au comité sport, lorsqu'il a été créé, c'est d'établir un code de bonne conduite, qui en 8 articles, et je suggère d'ailleurs que vous ne partiez pas, vous, chef d'entreprise, de cette université sans l'avoir obtenu ou sans avoir donné votre adresse pour qu'on vous l'envoie. Bref, un code de bonne conduite qui, en 8 articles, couvre tous les sujets, qui fait que le chef d'entreprise ou l'entreprise, qui est assez clé, Christophe Blanchardinac le rappelait, puisque nous sommes sponsors, nous nous accompagnons, donc nous pouvons contrôler, suivre. Bref, si nous appliquons ces 8 articles, tous les sujets de scandale, de polémique, que nous avons eu depuis 10 ans, mais principalement depuis 2-3 ans, puisqu'il y a même d'autres sujets qui sont arrivés, comme le racisme, l'histoire de dans le football. Bref, tous ces sujets-là ont été abordés, entre autres les paris sportifs d'ailleurs, parce que nous avions anticipé sur le risque d'initiation sur les paris sportifs. Donc dans 8 articles, nous avons couvert tous les sujets. Checklist, vadémécum pour le chef d'entreprise, s'il veut aider, s'il veut financer, s'il veut accompagner, il reprend cette liste, il regarde si, lui, en bon sponsor, il applique tous ces points. Donc
je pense que c'est une réponse et je suis ravi de cette occasion qui m'est donnée de mettre en avant l'anticipation que le MEDEF a eu sur ce point. C'est en effet une réponse, mais moi, celle que j'attends, c'est la réponse à ma question. C'est-à-dire, en gros, qu'apporte le sport à la France? Je voudrais qu'on aille encore plus loin, que vous m'appreniez des petits trucs aussi là-dessus. Mais quand vous me donnez le micro, j'en profite, mon cher Nicolas. Donc, Évidemment, ça, c'est votre future carrière d'homme politique, mais je voudrais vraiment que vous puissiez aller plus loin. Avec Denis, d'ailleurs, là-dessus, qu'est-ce que je dois savoir? Denis, vas-y. Je suis chef d'entreprise, pas forcément dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je dois connaître? En gros, alors, je vais faire exprès l'avocat du diable pour vous pousser plus loin, puisque vous ne le faites pas. C'est en gros, qu'est-ce qui fait que je m'intéresserai au sport? Pourquoi est-ce que, comme vous, je lèverai les yeux au ciel parce que il y a très peu d'enfants qui font du sport? Et après tout, si j'ai décidé que mes gamins, c'était mieux pour eux d'aller faire de la musique, d'aller faire danseur étoile, j'en sais rien. Voilà, expliquez-moi pourquoi le sport en particulier, pourquoi vous le défendez aussi bien, pourquoi est-ce que ça doit autant m'intéresser, pourquoi ça intéresse autant mon pays? Commence. Commence, vas-y. Parce que tout simplement, l'entreprise fait partie de la société et qu'à partir de là, elle doit considérer que le sport est un enjeu de performance globale pour la société française parce que, comme cela a été dit par Bernard, et je crois qu'on peut tous le reconnaître, et je voudrais juste passer 30 secondes sur les aspects pervers du sport dont on a parlé et dont Raphaël a parlé, pour dire que le sport, c'est quand même particulier. C'est celui qui a le plus petit budget, mais le plus de pages dans les journaux. C'est quand même un peu paradoxal, mais c'est comme vrai, ça. oui. Donc, on en parle beaucoup et forcément, on met en avant ce qui dérange. Si on mettait un jour en avant ce qui rassemble, ce qui est positif, pardon d'utiliser l'adjectif en matière de dopage notamment, quand même se rendre compte de ce qu'il peut apporter. Seulement, tous ces exemples-là qui sont intéressants, et c'est la même chose dans divers secteurs de la société française, on en parle moins. C'est pour ça qu'il faut toujours se battre pour qu'on en parle davantage. Bien sûr. Et à ce moment-là, on se rendra compte de la transversalité du sport et que le sport, ça n'est pas simplement, et comme je le dis ici, c'est bien plus que du sport, ça n'est pas simplement le salaire de quelques joueurs de football, pardon Bernard, parce qu'on en parle beaucoup, et encore, on oublie de dire ce qu'il rapporte à la nation. En plus, parce que oui. dedans, quand même, c'est vrai qu'il gagne beaucoup, mais en même temps, l'État en prend beaucoup aussi. Ah oui, donc, ne jamais l'oublier. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant aussi. Ça n'est pas que ça. Mais ça, l'État ne vous le reversera jamais, donc c'est pour ça que c'est bien de le rappeler. Non, mais moi, alors, on va clore sur le chapitre football. Ce que je reproche au football, simplement, c'est qu'il ne met pas assez en avant le lien social qu'il crée à travers la pratique, aussi bien du football amateur que ce que, dans le stade, à travers la pratique du football professionnel, on peut avoir en termes de cohésion sociale. Malheureusement, les médias ne parlent que des salaires, ils ne parlent pas de tout l'engouement que ça suscite autour. Bien sûr. Pourtant, c'est important. Quelqu'un le souligne, je le dis d'ailleurs sur Twitter, que- quelqu'un est en train de nous dire, un événement sportif, ce sont aussi des retombées pour le monde du tourisme, bien sûr, on parle d'hôtellerie, de réception, pour beaucoup de choses. Je finis, Bon, Nicolas. Denis Là-dessus. termine et C'est- Bernard. C'est dans la transversalité du sport que se situe l'enjeu qu'il représente pour la nation. C'est un enjeu éducatif. Mais ne disons pas à un jeune que s'il fait du sport, il va être mieux éduqué. Il faut lui dire d'abord qu'il va prendre du plaisir. Oui. C'est un enjeu de santé, c'est la même chose, mais pour un adulte, on peut le lui dire plus facilement. C'est un enjeu d'intégration, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est même un enjeu de développement durable, c'est un enjeu de tourisme, c'est un enjeu qu'il devrait être mis au cœur d'un projet de société, parce qu'une société plus sportive, c'est aussi une société plus dynamique et qui a plus le moral. Denis, justement, parce qu'en plus, oui. allez-y. Hein. Non mais c'est bien. Mais c'est c'est aussi vrai, un c'est enjeu juste, c'est tout. C'est aussi un enjeu dont vous ne parlez pas et qui est aussi un enjeu de diplomatie aussi, d'image de notre pays à travers le monde. Vous le rappeliez tout à l'heure quand on préparait, on a représenté 1% de la population mondiale et seulement. Et on est présent dans tous les sports, on brille dans tous les sports. Donc c'est aussi un bel enjeu pour l'image du pays. Ah mais le haut niveau constitue une vitrine, c'est incontestable et je crois que c'est un devoir national de se dire qu'il faut avoir des sportifs qui sont brillants. C'est ça. Le haut niveau a un coût, il faut l'assumer, c'est tout. Sinon, il ne faut pas pleurer si on n'a pas de résultat. Je crois que c'est simple, il y a une course dans la préparation. Et je voudrais dire juste, parce qu'attention aux résumés et aux caricatures, parce que ça me tient à cœur quand même de parler un petit peu des déviances et de
du résumé que l'on fait avec le dopage. Oui. Prenons des sports à référence chronométrique. Donc là, il n'y a pas de doute sur la qualité de la performance. Prenons la natation, où la France est brillante. Je suis désolé de vous dire que les performances de Laure Manodou ou de Yannick Agnel ou d'Alain Bernard, elles sont supérieures à celles qu'avaient les Chinois ou les athlètes de la RDA au temps où ils étaient dopés. Ça veut dire qu'on peut être fort en étant clean. Il faut le dire. Oui, oui. On peut être chargé et mauvais aussi, parce que vous le proposiez tout à l'heure, si tout à l'heure on s'attaque au 100 mètres... Il ne faudra jamais avancer un canasson comme un cheval de course, ça c'est évident. Hein. Ça on est bien d'accord, le canasson que je suis vous le confirme. Bernard Lama, Bernard Lama, je vous ai vu réagir. Oui, juste pour répondre à votre question, qu'est-ce que le sport apporte dans la société? Je crois que tout le monde se souvient de 98. Tout le monde se souvient que nous avons gagné la Coupe du Monde le samedi et que le lundi, le CAC 40 avait fait un bond de 4 points. Tout le monde se souvient que le chef d'entreprise qui partait négocier un contrat, il était champion du monde. C'est-à-dire qu'il avait une image de lui-même supérieure à ce qu'il avait avant. Donc je crois que ça, c'est l'un des apports importants du sport, dans lequel on peut se reconnaître, une nation peut se reconnaître. Et je pense, alors pour revenir sur le dopage, je peux en parler parce que je suis bien placé. J'ai été suspendu pour avoir fumé du cannabis. On m'a dit que je m'étais dopé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais gamin, j'étais petit, gros, boulimique, et j'ai réussi à devenir un sportif de haut niveau. Et je peux vous dire que c'est pas en prenant de l'OPO, mais surtout en courant. Un ancien camarade de club qui est là, qui est fondateur de Jambars aussi, Jimmy Adjovi-Boko, il peut en témoigner. Quand à Lens, je me retrouvais devant au footing, les joueurs de champ étaient surpris. Mais j'avais surtout compris qu'en étant meilleur physiquement, je serais meilleur sur le terrain. Donc le sport a cet avantage qu'il vous stimule, il vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Alors c'est vrai que derrière, on arrive à toutes ces dérives qui, je pense, sont plus liées à la société elle-même et à l'image qu'elle renvoie, qu'on renvoie des sportifs. Et de toutes les façons, dans tous les domaines. Et je pense que dans l'économie aussi, dans l'entreprise aussi, il y a des brebis galeuses. Je pense que, pas pour autant qu'on va se focaliser uniquement sur ça. C'est vrai que les médias ont un rôle à jouer. Je pense qu'ils ne le jouent pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup des scandales, on parle beaucoup de l'argent. On parle beaucoup des salaires des joueurs du PSG, de ce qu'Ibrahimovic gagne, mais il faut savoir aussi que quand un joueur touche, moi, à l'époque j'étais taxé à plus de 58%, ce qui m'obligeait à faire de la défiscalisation pour optimiser. Donc n'oublions pas non plus que la carrière du sportif, elle peut être très courte, et vous gagnez de l'argent quand vous arrivez au haut niveau, et sur une période très courte, quoi. Donc je pense que globalement, les valeurs du sport ne sont pas suffisamment utilisées chez nous, ici en France. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup plus à aller plus loin. Un chiffre, merci Bernard, un chiffre important sur la balance commerciale dans le sport et l'importance du sport dans le PIB en France. Un mot là-dessus? Alors c'est des chiffres qui datent de 2010, parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure, on ne se presse pas de nous donner des statistiques sur le sport. On fait beaucoup de politique du sport et assez peu d'économie du sport. Vous savez que malheureusement, nous avons une balance commerciale déficitaire. Et bien même dans le sport, on y arrive. Alors comment on a, le dernier chiffre date de 2010, ce que j'ai, 1 milliard de déficit commercial. Il y a un seul secteur qui n'est pas en déficit, ce sont les bateaux à voile, où on est leader mondiaux. Mais on arrive à voir, alors vous me direz là-dedans, il y a les fabrications de chaussures de sport, de survêtements, qui ne sont pas forcément révélateurs d'une pratique sportive. Mais je trouve un peu dommage que sur la bicyclette, par exemple, je reviens sur un sujet, alors que le vélo maintenant va partir définitivement à la conquête des villes. Il était déjà celle des campagnes. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. C'est un petit peu dommage qu'on ait des taux de couverture de notre balance commerciale sportive aussi mauvais. On a 67 milliards de déficit commercial en 2012. Si on a à peu près 1 milliard sur le sport, alors qu'il y a un potentiel de développement phénoménal,
c'est un peu révélateur de notre pays. On a des atouts extraordinaires et on ne sait pas les utiliser par faute d'organisation collective. Alors, on va y venir dans un instant parce que je veux qu'on ouvre la boîte à idées, je veux qu'on parle de ces filières d'avenir. Permettez-moi, Raphaël, juste avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on apporte un micro parce que, permettez-moi, apportez un micro s'il vous plaît au premier rang. On a la chance d'avoir Marc Tiercelin qui est avec nous, on peut vous saluer. Cher Marc, bonjour. Voilà. Alors, venez mademoiselle, apportez un micro s'il vous plaît. Un élément positif de la balance commerciale. Et alors, Marc Tiercelin, un petit mot sur ce que je ne sais pas des chiffres, de ce que la voile apporte à l'économie de notre pays et à notre pays. Vous êtes le grand champion que l'on connaît. Vous avez garé votre bateau sur le parking avant de repartir. Oui. J'ai fait entre autres 4 Vendée Globe et ouais. je fais du bateau depuis l'âge. Enfin, j'ai 40 ans de mer derrière moi, mais ce que je voulais apporter comme témoignage au terme de l'économie sportive, c'est que la voile, rentrée dans l'économie maritime, le nautisme représente à peu près 48 000 emplois en France. 48 000. Oui, et c'est je dirais, un leader mondial en termes de R&D, de technologie et de vitrine. La voile, alors la partie que je représente plus particulièrement, c'est-à-dire le haut niveau, la course, la compétition, la course au large, et je dirais un peu comme la F1 dans la voiture, la partie émergée de l'iceberg, la partie visible et l'ambassadeur, mais on est au même titre que la Nouvelle-Zélande, un petit peu l'Amérique et un peu l'Australie, les meilleurs mondiaux. Et c'est bon de le savoir. Et toute la course au large, l'économie de la course au large, et un peu plus large que la course au large aussi, est une réelle économie, est un produit, alors je ne suis pas particulièrement chauvin, un produit 100% français. On a vraiment un vrai leader mondial, et il ne faut pas le négliger. Et merci de le souligner. Voilà. Et je voulais en profiter pendant que j'ai le micro. Moi, je vous le redonnerai si vous voulez. Oui, d'accord. Donc je vais utiliser les prochaines années à utiliser mon sport, donc la voile, la mer, parcourir les océans et aussi la terre, pour véhiculer les valeurs de l'alternance, parce qu'on parle d'économie, c'est aussi important, c'est lié, la formation, l'alternance, et donner une image plus, je dirais, plus grand public, plus moderne de la formation en alternance en France. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Et merci de le souligner. Merci Marc. Merci Marc Tiercelin. Raphaël, je vous ai vu réagir. Oui, juste pour revenir, comme on a Bernard Lama à cette tribune, ce qui m'émeut beaucoup, je suis content de pouvoir le dire, revenir sur cette histoire de suspension. Je me souviens de l'époque où Bernard Lama avait été suspendu pour consommation de cannabis. Tenir le cannabis pour un produit dopant témoigne quand même d'une tragique méconnaissance de la drogue par le monde du sport. Ça n'est pas un produit dopant, que les choses soient claires. Ceux d'entre vous qui ont fumé du cannabis le savent. C'est quand même un peu, il fallait quand même rappeler ça. On va pas faire, Raphaël, on va pas faire l'éloge ici de l'usage du cannabis, qu'on soit d'accord. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'était pas du dopage. Non, mais juste un truc, si on dit qu'à l'université il était du MEDEF... Il y a d'autres vices que les produits dopants. D'accord. Mais alors, puisque Bernard Lama est à cette tribune, moi je voulais parler d'un gardien de but, qu'on connaît peu comme gardien de but, qui était un excellent gardien de but, et qui s'appelait Albert Camus. Albert Camus était joueur de foot au RUA. Ah bon? Mais oui, le club de foot d'Alger. Et Albert Camus contient, à bon droit d'ailleurs, pour un penseur humaniste, le fondateur d'une morale qui est à la fois universelle et qui en même temps ne sacrifie pas l'altérité à l'universalité. Vraiment, le héros d'une morale, privé de développer cette morale par un accident stupide au début, en janvier 60, Albert Camus a dit lui-même que tout ce qu'il savait de la morale, il l'a appris sur un terrain de foot. Il l'a appris sur un terrain de foot. Et c'est très intéressant parce que vous avez chez Camus, qui est un penseur subtil et qui donc est trop fin pour prendre position de façon unilatérale, vous avez chez Camus une double tentation. D'abord, Camus dit l'un des intérêts du football, c'est que on rend les coups. Et c'est quand même intéressant. Et c'est le même homme qui a dit un homme, ça s'empêche. Deux injonctions tout à fait contradictoires qu'on peut appliquer au cas Zidane, par exemple. Est-ce qu'on est là en pleine morale ou est-ce qu'on est là, au contraire, dans un geste immoral? Ce qui permet de penser la question du statut de l'exemplarité du sportif. Est-ce qu'un sportif est tributaire de l'exemplarité, c'est-à-dire de l'image qu'on a donnée de lui? Zidane devait-il ou non punir l'offense, quoi qu'il lui en coûte? C'est une question qui, paradoxalement, est prise en charge par la philosophie et l'expérience d'Albert Camus, qui, quand il avait 17 ans, gardien de but au RUA, a pris un jour un ballon en pleine poitrine, est tombé dans les pommes et s'est aperçu à cette occasion qu'il avait la tuberculose.
ça s'est fait comme ça. Et alors, le dernier point que je voulais signaler, puisqu'on a parlé de voile, on pourrait aussi parler de surf. Il y a des sports dont l'excellence repose sur l'adaptation à un élément qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire dont la liberté commence à l'instant où on ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de soi. Un bon surfeur est un surfeur qui est attentif au mouvement de la mer. Il n'a pas la maîtrise du mouvement de la mer. Un marin, j'en parle même pas. Un grimpeur, c'est pareil. L'escalade, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des sports dont la performance, dont l'excellence repose d'abord sur l'acceptation, qui est une autre vertu du sport, qu'on néglige en général parce qu'elle passe après justement le culte de la performance ou l'image idéale d'un sportif vertueux. Mais l'idée d'acceptation est très importante en sport. On brille et on excelle parfois quand on accepte précisément de connaître ses limites. Et le sport, comme une école des limites, et certains sports, encore une fois, la voile, le surf, l'escalade, tous ces sports qui dépendent d'autre chose que de soi, le sport comme école d'apprentissage de la limite me semble être une valeur en soi. Voilà. Vous ne pourriez pas proposer des sujets du bac en philo sur le sport? Voilà, je voudrais, s'il vous plaît, reprendre la main quand même, parce que cette séance est filmée, ça nous aurait arrangé qu'elle ne le soit pas. Il est bien évident qu'au cœur de l'université d'été du MEDEF, il n'a nullement été question, évidemment, de vanter les bénéfices du cannabis. Je laisse Raphaël, bien sûr, maître de ses propos, parce que j'ai vu quelques crises cardiaques poindre au premier rang. Voilà, je salue évidemment les élus du MEDEF ici. Bon. Et qui n'en ont jamais fumé. Alors, il y a beaucoup de réactions qui arrivent. On va continuer évidemment sur ces filières d'avenir et puis sur les idées que je peux attraper ça et là. Si je suis chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux participer à tout ça? Je voudrais qu'on laisse d'abord la parole à la salle, un peu là-dessus, sur qu'apporte le sport à la France. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions déjà, et merci, sur Twitter, sur Wisenbly et par SMS. D'abord, on m'apprend un truc, je voulais dire, je suis là pour apprendre, mais j'espère ne pas être le seul. J'apprends qu'il y a la Fédération française du sport en entreprise, la FFSE, Fédération française du sport d'entreprise. Donc on les salue. J'ai vu que chaque école, en fait, HEC s'est fait phagocyter aujourd'hui. Il y a plein d'autres formations qui sont en train de tweeter. Mais dans notre école aussi, il y a des formations, des MBA, etc. Voilà, dans le sport. Donc on en parle beaucoup. Qui souhaite prendre la parole pour revenir là-dessus, sur ce qu'apporte le sport à la France, revenir sur ce qui a été dit? Vous êtes d'accord, pas d'accord? On vous offre le micro si vous souhaitez en parler. Qui souhaite interpeller les intervenants? Première question. Merci, on passe à la deuxième question, s'il vous plaît, dans la salle. Monsieur, quel dommage, hein? La première, on vous aurait offert quelque chose, la deuxième, c'est râpé. On vous offre le micro. Bonjour. Je vous invite à vous lever. La presse internationale vous filme. Et à vous présenter. Georges Dao, chef d'entreprise, et un témoignage léger, 2 questions à M. Sarkozy. Avec l'Institut d'ostéopathie Atman à Sophia Antipolis, nous avons établi une thèse de l'ostéopathie en entreprise, partant sur un constat simple, c'est qu'un joueur de foot qui se tord la cheville rejoue au foot 8 jours après, et que sur un chantier de BTP, l'ouvrier est arrêté par le médecin du travail pendant 1 mois, quoi. Donc on trouvait qu'il y avait quand même... Et donc, cet institut, pour faire passer le message, avait demandé à ce qu'il y ait une thèse sur les bienfaits de l'ostéopathie en entreprise. Et je crois que ça a été fait à la demande de Malakoff et de Guillaume Sarkozy, parce que c'est une mutuelle qui rembourse les séances d'ostéopathie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'1 an et demi, on a démontré que l'absentéisme avait diminué de moitié. Entre autres bienfaits, puisqu'il y a eu aussi des bienfaits qualitatifs. Donc ma question, est-ce que M. Sarkozy et Malakoff vont continuer à être les supporters de l'ostéopathie? Est-ce qu'ils vont augmenter le nombre de remboursements de séances d'ostéopathie? Monsieur, je n'ai rien à dire après votre intervention. Vous faites le travail beaucoup mieux que moi. Je ne crois pas que nous irons beaucoup plus loin, parce qu'après, il y a des effets d'aubaine. Mais plus sérieusement, vous avez raison. L'absentéisme et donc la productivité de l'entreprise, et même dans le présentéisme, la manière dont je suis présent dans mon entreprise, nous pouvons la modifier et proposer à nos salariés de la modifier et de l'optimiser par la pratique de l'activité sportive. Alors, ce n'est pas le sport de compétition qui m'intéresse. Derrière, il y a l'exemple, bien sûr, mais derrière cette pratique de l'activité physique régulière et quotidienne, là, il y a un vrai levier, un véritable levier. 2, 3 chiffres qui font peur, mais après tout, c'est aussi mon boulot de vous faire un petit peu peur.
lorsque vous êtes assis 6 heures par jour, et là depuis 2 jours, c'est ce que vous avez fait, vous avez 20% de chance de mourir rapidement, de plus que si vous êtes assis 3 heures par jour. Ceci doit vous emmener, d'entraîner à faire du sport. Et je propose d'ailleurs que l'année prochaine, on mette à l'université d'été du MEDEF une salle de sport le matin avant de commencer. Ça pourrait être très bien. Ils peuvent même assister à la conférence debout, si vous voulez, comme ça vous ne serez pas assis. J'allais proposer de monter sur les chaises. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je proposerai à Pierre Gattaz que Malakoff Médéric sponsorise l'année prochaine une salle de sport. Pourquoi pas ça pourrait être un bon exemple. Attendez. Puisque cette année, nous avons sponsorisé les chapeaux. J'ai bien compris, vous proposez de sponsoriser la salle de sport. Écoutez, l'université d'été du MEDEF. Ah mais Pierre vient d'appeler, il a dit oui. Donc c'est parfait pour l'année prochaine. C'est vendu. Mes équipes sont dans la salle. Nous allons monter le projet. Quand 25% des causes, 25% des cancers du côlon et du sein viennent du fait d'être sédentaires. Donc ces 2 chiffres montrent que nous avons tous intérêt tous les jours, ou 3 fois ou 4 fois par semaine, à pratiquer. Et c'est l'intérêt de l'entreprise de faciliter cette pratique. Alors, je vais parler de ce que nous avons fait. Nous ouvrons, dans nos centres de gestion, des salles de sport. J'en ai une qui a ouvert à Paris il y a maintenant 2 ans. Et c'est extrêmement motivant pour tout le monde, d'abord, d'aller dans cette salle et de voir comment l'ensemble des salariés vont se donner pour améliorer leur état physique. Vous pouvez aussi mettre des petites affiches en disant « montez les escaliers, montez 6 escaliers par jour, mettez les ascenseurs en panne », c'est une manière de parler. Enfin bon, il y a plein d'autres projets, mais ce que je retiens, c'est l'invitation et l'accord qu'on vient de passer maintenant pour l'année prochaine. Ça vraiment, ça me fait plaisir. Merci à vous. C'est très très bien. Alors, la parole à la salle encore. Moi, j'ai plein de questions qui arrivent sur le mur Weissambly. Des questions sur le sport dans l'entreprise, et puis sur les valeurs aussi du sport. Comment est-ce que je peux utiliser dans mon entreprise les valeurs du sport comme vecteur de management, bien sûr. C'est pas que du pipeau. Quand je fais venir dans un séminaire un grand champion qui le fut dans le passé et qui vient me raconter sa vie, ça a une importance dans le monde de l'entreprise? Bien sûr. Je pense que c'est un succès garanti d'un séminaire, d'inviter un grand sportif qui va donner son expérience et l'expérience dans tous les domaines, la performance, parfois même la survie, etc. Donc je suggère qu'on invite Marc d'ailleurs, qui aura à travers ces 4 Vendée Globe un tas d'exemples sur lesquels on pourra rebondir. Si on souhaite engager une véritable et une nouvelle stratégie pour le sport en France, ça commence aussi par chaque entreprise. Dans chaque entreprise, on peut engager ça. Et on évoquait les avantages sur l'absentéisme, donc ça suggère la performance, ça suggère aussi un gain sur la santé assez considérable. Donc non seulement il y a dans l'économie du sport l'industrie qui va gagner des points de croissance et entre autres à l'exportation pour répondre au déficit commercial, mais il y a aussi des réductions des dépenses et entre autres dans la santé. Nous avons dans 15 jours la semaine du sport et le 19 septembre, le jeudi 19 septembre, la journée du sport en entreprise que nous soutenons, MEDEF avec le CNOSF. C'est quoi la journée du sport d'entreprise? C'est arrêter les ascenseurs, c'est ça, les couper? Entre autres, ça peut être en effet une réponse. C'est en fait organiser, permettre aux salariés sur cette journée de s'organiser pour pouvoir faire du sport. Donc c'est le 19, donc chaussez vos baskets. Donc normalement nous aurions dû être soutenus par mais ce n'est pas le cas. Donc le ministère du Sport ne nous a pas suffisamment accompagnés dans cette affaire, même si en effet il y a un soutien européen. C'est bizarre. Rendez-vous le 19. Vous avez d'ailleurs, le MEDEF a édité un document destiné au DRH, en fait, qui est une façon d'organiser, de motiver la pratique du sport en entreprise. Donc non seulement nous avons un code de bonne conduite, mais nous avons aussi le document idéal pour bien pratiquer le sport en entreprise. Et le 19, écoutez, ça serait absolument génial que nous puissions constater que encore plus d'entreprises que l'année dernière ont participé à cette journée.
Donc d'abord, 2 points. On voulait d'abord remercier le ministère du Sport de ne pas s'intéresser au sport en entreprise. Salut. Et deuxième chose, je voudrais quand même souligner un truc parce que ça peut aussi être utile. Vous avez parlé de Chaussée Basket. Je fais une parenthèse. Denis Masseglia, Christophe Blanchardignac, au cœur de la Française des Jeux, chaque année monte une opération avec ses salariés. Il coupe les ascenseurs, il les invite à monter les étages à pied. Il calcule les mètres et les kilomètres faits dans la journée. Il donne l'équivalent à €. Une magnifique association qui est l'association Ella. Voilà, oui. Donc je me suis permis de faire la promo de votre boîte pour ça. Denis, vous avez réagi. Oui, et Denis réagit d'abord. Oui, Denis d'abord, oui. C'est le président. Lui. Merci Christophe. Je voulais juste profiter de l'occasion pour indiquer que du 18 au 22 septembre, donc le Comité national olympique et sportif, donc c'est bien pour préciser que la mission du mouvement sportif n'est pas simplement élitiste, organise avec un certain nombre de partenaires, et le MEDEF en est un bien sûr, ce qu'on appelle Santé vous sport, Santé EZ. Il y a un jeu de mots évidemment que vous aurez décelé, mais qui répartit sur 5 jours et qui illustre les facettes du sport. Donc le mercredi 18, c'est la journée du sport scolaire, et on va essayer de profiter de l'initiative du périscolaire pour améliorer le dispositif de passerelle entre l'éducatif et l'associatif, deux mondes qui parfois s'ignorent et c'est dommage. La journée du sport universitaire, la journée du sport dans l'entreprise, la journée du sport sur le territoire et évidemment la journée du sport dans le club. Et je précise qu'on fait une initiative qui, je l'espère, aura un certain retentissement, c'est-à-dire que le 18 au soir, dans l'amphithéâtre Nelson Payou, à la Maison du Sport Français au Comité Olympique, et je vous invite, si vous êtes intéressés, à venir, nous organisons un colloque dont le titre est RH et sport, où on traitera donc de RH sport et santé, de RH sport et management, oui. De RH sport et innovation sociale. Donc ça montre bien que le sport est transverse et que c'est un enjeu de performance pour l'entreprise aussi. Je vous rappelle qu'on est dans les questions à la salle. Christophe Blanchardignac, vous réagissez en un mot. Raphaël également en un mot. Parole à la salle, bien sûr. Vous levez la main pour récupérer les micros. Je vois des mains levées déjà. Christophe rapidement et Raphaël rapidement. La réaction, c'est de dire d'abord, recruter des sportifs de haut niveau, c'est une excellente affaire pour les entreprises. Pourquoi ? On n'est pas sportif de haut niveau par hasard. Quand on arrive à faire des performances, il y a des qualités extraordinaires. Deuxièmement, encourager les collaborateurs à la pratique du sport, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour la cohésion sociale de l'entreprise. Il se crée une communauté, surtout la pratique de sport collectif. Moi, je crois qu'il faut que les entreprises s'emparent du sujet du sport. Parce que si l'on attend qu'il soit réglé, par malheureusement un ministère du sport qui n'a guère de moyens, il faut que l'on développe dans la dépense sportive. Les entreprises ne représentent que 3 milliards, 3, quelques milliards sur 35 milliards. Il faut qu'on y aille. C'est bon pour nos affaires, si j'ose dire, mais c'est aussi bon pour la cohésion dans l'entreprise, le moral dans l'entreprise, l'esprit de conquête, et on en a besoin. Merci beaucoup, Raphaël. Juste en regard, j'ai vu monsieur qui avait le micro. Et madame. Oui, allez-y. Oui, pardon. 2 petites secondes, allez-y. Très rapidement, juste le fruit d'une expérience justement en entreprise, lors d'un séminaire en entreprise. Un grand sportif, en vérité c'était un professeur d'arts martiaux, est venu parler au cadre de l'entreprise et tout le monde s'attendait plus ou moins, on attend toujours un discours ou une certaine vision du monde de la part de celui qui vient et tout le monde s'attendait en un sens à un éloge de l'excellence, voire de la performance. Or, ce qui a été transmis là, c'était plutôt un éloge du désintéressement, de la gratuité, de l'oubli de soi. Et les cadres de l'entreprise avaient beaucoup à gagner justement à sortir de cette logique du gain un instant par le biais du sport. Et vous avez une métaphore qui est très intéressante, qui est la métaphore de l'archer. C'est une métaphore stoïcienne où on considère que, au fond, ce qui compte avec l'archer, ça n'est pas d'atteindre le cœur de la cible, c'est d'abord, la rectitude du geste. Et atteindre le cœur de la cible est une vertu collatérale d'un geste qui, en lui-même, d'abord travaille sur sa propre rectitude. C'est un travail sur soi, le sport, avant d'être une compétition.
Merci Raphaël. J'ai vu qu'il y avait des micros dans la salle. Monsieur, vous êtes debout, bonjour. Oui, bon. Je vous invite à vous présenter. Bonjour, Philippe Novelli. C'est moi le président de l'UIMM 44 que le licencié de la Fédération française de rugby qui s'exprime devant cette noble tribune. Un événement important a eu lieu cet été. Ça a été le Tour de France du projet Grand Stade de la Fédération française de rugby. Et là, je crois que les valeurs auxquelles nous croyons tous, et moi, licencié rugby, le rugby est souvent montré en image pour des vertus humaines, de management très transposables au monde de l'industrie. On peut rejoindre nos préoccupations de business, puisqu'il y a ce projet qui, à l'horizon de 2017, devrait doter la Fédération française de rugby d'un magnifique outil, non pas que pour des événements rugby, mais pour vraiment une activité économique. C'est un projet de 700 millions d'euros. Oui. Je vous invite tous à aller sur le site de la Fédération française de rugby dédié à ce projet pour y apporter vos contributions et vos soutiens. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, vous avez le micro, je vous invite à vous présenter aussi. Bonjour. Bonjour, Yves Berner, associé chez Accenture, un grand cabinet de conseil. Oui. On a lancé un programme Vitalité récemment pour renforcer naturellement le bien-être des équipes sur plusieurs thèmes, la gestion du stress, la santé par le sommeil, la nutrition et enfin le sport. Pourquoi? Parce qu'on considère que des consultants doivent être considérés comme des sportifs de haut niveau avec une carrière peut-être plus longue, on l'espère, que les vrais sportifs. Mais derrière, on pense que ça aide beaucoup sur leur santé, ces 4 thèmes, dont le sport, et leur permettre, au-delà d'être plus performants, d'être plus présents dans l'entreprise et dans un niveau de performance au quotidien plus fort, et donc moins d'arrêt maladie peut-être, et d'autres éléments qui jouent sur le coût social. Ma question, peut-être pour Guillaume Sarkozy et Philippe Geoffard, c'est comment peut-on travailler ensemble pour que ces investissements qui sont lourds, on ne fait pas ça juste avec une petite salle de sport dans le bureau et autres, mais c'est un investissement pour que tous les collaborateurs puissent faire plus de sport notamment, mais on puisse travailler ensemble pour revoir le coût social, que ce soit côté mutuel ou que ce soit côté les coûts que l'on paye à l'État pour gérer les situations de santé des équipes. Merci. Alors, je ne veux pas qu'il réponde maintenant. Vous notez la question. Je prends 2-3 questions dans la salle et vous répondez à toutes, si vous voulez bien, en même temps. Madame, bonjour. Je vous vois avec votre micro. Je vous invite à vous présenter. Merci. Bonjour, Evelyne Pomerel. Je suis chef d'entreprise dans le bâtiment industriel. Voilà. Donc, je voulais simplement poser une question à monsieur le président de la Société des Jeux. Et savoir quel était le chiffre d'affaires. Des Jeux, Christophe Blanchard-Dignac, voilà. Quel était le chiffre d'affaires annuel de cette société et quelle était la marge reversée annuellement à l'État, en plus de nos impôts. Merci. Madame, vous me permettrez de vous rediriger vers le débat qui nous intéresse ici. Oui, mais quand même. Exactement. Important. Mais vous avez entièrement raison, mais je me permets moi de rediriger le débat parce que vous êtes une femme et que ma mère m'a appris, je l'autorise à vous répondre, mais je redirige vers le débat sur le sport, si vous voulez bien. Je peux vous confirmer par ailleurs que j'ai installé chez moi 600 mètres carrés de salle de sport et que c'est effectivement une vraie réussite. Et que j'ai installé des salles effectivement de douche, de sanitaire, même pour les convoyeurs qui viennent de l'étranger, de très loin, avec des très grands semis, et ils ont tout ce qu'il leur faut. Merci beaucoup. Autre question, monsieur, je vous invite à vous lever et à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Julien Hirondel, H2 Inside, on est des concepteurs... Monsieur Hirondel, bonjour, Nicolas Rossignol est ravi de vous rencontrer. C'est le printemps aujourd'hui. Excusez-nous, c'est le club des volatiles, voilà. Allez-y, je vous en prie. Donc très simplement, H2 Inside, c'est un concepteur de voitures électriques de course qui utilise des piles à combustible, on en a parlé hier, et notre ambition est de gagner les 24 heures du Mans face à Audi Toyota, histoire de relancer un peu l'industrie automobile. Et justement, il y a quelque chose qui m'a choqué récemment, en dehors d'avoir perdu les Jeux Olympiques pour Paris 2012, c'est qu'il n'y a plus de Grand Prix de Formule 1 depuis 2008. Je crois que dans notre vie, on peut acheter 1 ou 2 maisons ou 1 ou 2 appartes, mais on achète plusieurs fois dans sa vie des voitures. C'est tout de même quelque chose incroyable. Pas des Formule 1. Voilà. Comment on peut faire pour qu'un nouveau Grand Prix de Formule 1 revienne en France? Et comment pouvons-nous gagner les prochains Jeux Olympiques, les faire revenir à Paris? Je crois que Londres et l'Angleterre a gagné pas mal d'argent grâce aux Jeux Olympiques. Merci, on parlera des grands événements justement dans la deuxième partie. Apportez le micro encore s'il vous plaît aux mains qui se lèvent, s'il vous plaît. Il y a mademoiselle, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mademoiselle, retournez-vous. Le monsieur au premier rang.
Voilà, merci beaucoup. Et l'autre micro là-bas, bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonjour, Christophe Ganassia, je suis le président du CORD. Nous avons créé un jardin d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Oui. Mais comme sportif, aimant beaucoup le sport, j'avoue que je suis assez choqué qu'on ait parlé de la drogue comme soutien. Quand on est sportif, handicapé, ce n'est pas une question qu'on se pose. Je pense qu'on cherche à donner du meilleur de nous-mêmes et je ne pense pas que ce soit un point que nous avons cité. Par contre, toutes les valeurs que vous avez évoquées, eh bien, on les a et on les suit. Bien sûr. Je me permettais cette remarque importante. Vous aurez imaginé, bien sûr, qu'il n'y avait aucun soutien à la tribune, bien au contraire, et que si c'était au 14e degré, ça ne devait rester qu'au 14e degré. Juste un mot là-dessus. Loin de moi l'idée de défendre la consommation de drogue, et en particulier dans la pratique du sport, si vous voulez. Je me contentais juste d'établir une distinction qui me semble essentielle entre un produit dopant, c'est-à-dire destiné à augmenter vos capacités physiques, et l'absorption de drogue qui, en l'occurrence, diminue vos capacités physiques. Donc non seulement je ne soutenais pas la drogue, mais je rappelais cette évidence que le cannabis n'est pas un produit dopant, c'est un produit antidopant. On voudrait être très clair pour la salle, ça ne marche pas. Voilà. Très bien. Voilà. Si vous pouviez éviter de me les énerver sur scène, merci. Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous présenter, allez-y. Oui, Philippe Langlard, je suis chef d'entreprise. J'ai été très ému par le discours de Bernard Lama, mais j'ai eu l'impression que ça faisait référence à un passé qui était révolu. Les valeurs du football, comment un pays peut se retrouver, comment ça peut être un moteur en termes d'image, de dynamisme, c'est vraiment très important. J'ai l'impression que le jouet a été cassé, j'en suis resté scotché au bus d'Afrique du Sud et au comportement de voyous, et j'ai l'impression que le football a beaucoup perdu et ne peut plus être une référence en termes d'image. Par rapport aux jeunes, aux entreprises, et jouer ce rôle de moteur qu'ils pouvaient jouer il y a une dizaine d'années encore. Merci, monsieur. Il y a personne d'autre dans le micro dans la salle. On va réagir sur scène. Ah si, pardon, madame, excusez-moi, vous êtes la dernière réaction. Puis je reviendrai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Madame, allez-y, bonjour. Oui, bonjour Pascal. J'ai juste un petit témoignage par rapport à ce qui a été dit. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes administrateur de TI et notamment Manutan International, qui a non seulement mis en place une très belle université et un centre de sport pour l'ensemble de ses employés, mais aussi il y a eu 2 autres initiatives qui sont peut-être un peu plus accessibles, parce qu'on a parlé beaucoup de sport, je dirais, de haut niveau. Ils avaient un terrain qui n'était pas utilisé. Ils ont proposé à chacun des employés d'avoir un petit lopin de terre et de le travailler, de le cultiver. Alors ça, l'exercice physique, c'est aussi du sport. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus simple, mais simplement cultiver un tout petit bout de terre et voilà, développer cette activité de jardinage a eu un gros impact. Le deuxième résultat aussi dans le sport, ça a été dans le cadre de cette entreprise en termes de retour d'expérience, c'est vraiment arriver à établir des règles de fonctionnement communes. Et on a vu que dans certaines pratiques de sport, ça a été plutôt au départ une sorte de défoulement. Et puis l'entreprise et les gens qui ont participé se sont vraiment organisés autour de règles. Et ça, je pense que c'est un point important. Auriez-vous une question, madame, à poser? Alors, dernier commentaire, comment généraliser certaines de ces pratiques, et notamment sur des aspects de performance et de productivité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux et d'expériences qui sont faits avec des kinés pour essayer d'optimiser les gestes en entreprise. Et ça, c'est quelques sociétés qui le font. Comment le partager, le généraliser pour améliorer finalement le taux d'absentéisme et la performance? Merci, ils vont tous nous répondre. Juste, le jardinage n'est pas reconnu par le CNOSF pour l'instant. Non, mais on en parlera tout à l'heure, mais c'est une proposition. Marc Tiercelin, un petit mot, je vous ai vu avec le micro. Oui, je voulais juste dire, moi je pratique le sport depuis plus de 40 ans, et juste un point d'histoire, arrêtons de nous flageller en France. Denis Masseglia va être sans doute d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une opération au niveau national qui s'appelait le sport pour tous à la fin des années 70, et ça a été un véritable décollage du sport en France. C'est-à-dire que souvenez-vous de la pratique du sport, de tous les sports, hein, j'entends, dans les années 60, 70 et jusqu'à la butée des années 80, et regardez aujourd'hui. Et c'est très important parce qu'il y a eu à travers ça. Et l'État ne peut pas tout. Arrêtons de nous dire ça, arrêtons de l'écrire, arrêtons de le penser. Et l'État ne peut pas tout. Et j'en finis. Cette opération, le sport pour tous, qui avait été initiée par l'État, il faut le dire aussi, a été un véritable décollage. Et de ce moment-là, il y a eu un changement. On peut continuer et on est très bien lotis dans le monde. Merci beaucoup. Et en même temps, vous êtes devant des chefs d'entreprise qui savent que l'État ne peut pas tout. Alors, Denis et les autres, vous pouvez réagir peut-être à tout ce qui a été dit, les questions, les réactions, etc. Denis, d'abord, je vous ai vu réagir, et bien sûr, Guillaume, Christophe, Bernard. Je voulais simplement dire qu'il faut avoir en tête qu'une politique, une vraie
politique s'appuyant sur le sport pour en faire un enjeu de société ne peut avoir d'effet qu'à long terme. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais été mise en place, parce qu'on n'a pas le souci de l'immédiateté. Et je crois que si on prend conscience, les uns et les autres, vous, parce que l'entreprise est au cœur du progrès social, et nous, tous ceux qui sont acteurs du sport, que c'est en prenant soin, dès le plus jeune âge, de faire du sport aux enfants, beaucoup plus que ce qu'on le fait actuellement, qu'on pourra avoir demain une société plus juste, plus fraternelle, plus optimiste, plus gagnante, ce dont vous tirerez bénéfice les uns et les autres, ce dont nous, la nation, tirerons bénéfice. C'est le seul moyen d'y arriver, sans quoi on va avoir une société de sédentaires. Bien sûr. C'est un vrai problème. Alors, Philippe, rapidement, oui, Bernard, Christophe et Guillaume. Dire sur ce que disaient Marc et Denis, c'est-à-dire que l'État ne peut pas tout, l'entreprise peut beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les sujets clés, qui sont les sujets de santé publique, pour répondre à la question d'Accenture, on ne veut pas créer une niche fiscale de plus, mais il est clair qu'aujourd'hui, l'entreprise peut être clé dans l'action sportive en France, aussi bien l'entreprise dans le sport et le sport dans l'entreprise. Donc il y a un enjeu de santé publique qui est le premier aujourd'hui enjeu pour le sport. Le deuxième, c'est un enjeu de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de maîtrise de la gouvernance dans le sport à tous les niveaux, et là aussi, l'entreprise est clé. Il y a un sujet industriel, on pourra en parler, parce que le sport est une source d'innovation absolument considérable. Il y a la formation. C'était le sport pour tous. Aujourd'hui, nous négligeons la formation des jeunes qui ne rentrent pas assez tôt et assez efficacement dans le sport, et nous pouvons apprendre aux parents ça. Il y a le bon geste sportif, comme je trouve que en termes de développement durable, nous avons, par les entreprises, appris le bon geste du développement durable. Enfin, vous évoquez la Formule 1, nous avons un rôle clé sur les grands événements, et nous entendons, nous, entreprises, nous y engager. Je veux qu'on en parle dans quelques instants. Bernard Lama. Oui, concernant l'intervention du monsieur là-bas et l'exemplarité du sportif. Donc en 98, nous gagnons la Coupe du Monde et d'un seul coup, nous devenons les modèles de la société, quoi. Donc, je crois que c'est là qu'il y a eu un problème. Je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. On nous a, bon, c'est vrai que nous sommes devenus des héros des temps modernes, mais qui ont permis d'avoir 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées. Je disais en préambule, quand j'ai commencé mon propos, au tout début de mon intervention, que personnellement, j'avais grandi grâce au sport. J'étais devenu un homme, en fait, grâce au sport, grâce à ses valeurs, je dirais, positives. Je pense qu'on néglige beaucoup de choses, notamment à l'école. J'ai eu à intervenir il y a 3 ans. J'ai une fille de 12 ans qui va avoir 12 ans. Et, elle était en CM2, 3 fois sport dans la semaine. Et elle est rentrée à la maison une fois en colère, en me disant « Papa, la maîtresse, on n'a encore pas fait de sport cette semaine. Est-ce que tu ne veux pas intervenir pour nous ?» Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place. Donc je vous donne des solutions. Hein. Si vous voulez savoir comment l'entreprise peut aider dans la pratique du sport, vous pouvez prendre en charge des éducateurs qui vont aller dans l'école. Bien sûr. Parce que les maîtres, les maîtresses surtout, n'aiment pas le sport. Et que quand il faut punir un enfant, un élève, on le prive de sport, en fait. Donc je pense que tant que l'on n'aura pas compris qu'il faut que le sport soit à l'école, en tous les cas, une matière au même titre que les maths ou l'histoire géo ou le français, je pense qu'on sera toujours dans ces problématiques. Concernant l'exemplarité, je pense que dans le football, en tous les cas, ce qui a manqué après 98, c'est surtout le côté éducatif. Oui. On s'est surtout occupé des jambes des sportifs, mais pas trop de leur cerveau. Et c'est un peu pour ça que nous avons créé aussi Jambars. Merci de le souligner. Christophe Blanchard-Dignac. Alors, je réponds à 2 questions. Réaction rapide, hein, s'il vous plaît. Oui, alors, la Française des Jeux, 12,5 milliards de mise l'an dernier. 2/3 sont redistribués sous forme de gains. Il reste donc un peu plus de 4 milliards d'euros et l'État reçoit 3.
Sur ces 3, il y a 220 millions qui vont au sport pour tous. C'est d'ailleurs l'essentiel du budget de ce qu'on appelle le Centre national pour le développement du sport. Oui. 80% des recettes viennent donc des joueurs de la Française des Jeux. Je voudrais rebondir aussi sur la question sur le handicap. La Française des Jeux intervient beaucoup sur ces sujets, mais avant de le faire, il faut être exemplaire soi-même. Donc, en 2013, 6% des collaborateurs directs et indirects de la Française des Jeux seront en situation de handicap. Je le dis parce qu'on est plus crédible ensuite quand on discute avec les associations concernées, quand on aide le développement du sport, handisport ou du sport adapté, de pratiquer déjà soi-même ce que l'on prône chez les autres. D'ailleurs, ça pourrait être appliqué de manière générale, commencer par s'appliquer à soi ce que l'on propose chez les autres. C'est un sujet du bac et de la politique aussi. Guillaume Sarkozy, rapidement. Moi, je suis persuadé qu'il va se passer en entreprise au sujet du sport l'inverse de ce qui s'est passé pour le tabac. Quand j'avais environ 20 ans, on disait « est-ce que c'est dangereux de fumer ?» 40 ans après, interdit de fumer dans l'entreprise. Donc, je crois que d'ici 2020, et ça peut être une partie du projet du MEDEF 2020, d'ici 2020, le sport en entreprise sera généralisé. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur l'accord magique, si tu permets, Patrick, que tu as signé le 11 janvier dernier. Patrick Bernasconi. Patrick Bernasconi, vous avez signé, le MEDEF a signé un accord avec notamment la CFDT sur la santé de l'entreprise et le financement de la santé de l'entreprise. Ceci donne aux entreprises une véritable responsabilité dans l'état de santé des salariés, donc le sport. Et ce n'est pas seulement une responsabilité morale, c'est une responsabilité économique d'optimiser les contrats santé. Et là, je reviens sur notre fonds de commerce, mais je ne vais pas plus loin. Quand on va aux États-Unis, il y a des salles de sport dans les entreprises. Alors c'est un peu exagéré. On entre dans cette salle de sport avec son badge et le nombre de fois où on y est entré a une incidence sur le calcul du prix de la mutuelle. Ah bon? Ah oui, ça, je l'ai vu. Nous, on pourrait le faire déjà à la machine à café. Je voudrais qu'on puisse aller beaucoup plus loin, s'il vous plaît. Nicolas. Raphaël, rapidement, s'il vous plaît, parce que là, je veux vraiment aller sur la... C'est vrai, mais si je suis le seul de la tribune à ne pas répondre aux questions, il va y avoir du sport entre nous. Vous êtes plus entraîné que moi, alors très rapidement, il faut quand même qu'on arrête de penser que le sport est une solution universelle. Je veux dire, le comportement de l'équipe de France en Afrique du Sud montre bien qu'il ne suffit pas d'être excellent en sport pour avoir un peu un semblant même de vertu ou de bonne manière. Je veux dire, donc, arrêtons de présenter... Le sport, ce n'est pas la panacée non plus. C'est très bien, c'est très utile, etc. Ce n'est pas non plus une solution universelle. En revanche, c'est vrai que le sport distille des règles à l'intérieur de la violence. Car ce sont des activités violentes, et ce sont des activités violentes encadrées par des règles. Et de ce point de vue, c'est formidable. Mais ça n'est pas une solution universelle. L'autre point qui est important et qui répond, je ne sais plus à qui je réponds en disant ça, mais c'est qu'en sport, il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que faire du sport, mettre des règles dans la violence, c'est aussi enseigner aux gens que la victoire est secondaire. Que la victoire passe après la pratique. Et c'est essentiel. Et le dernier point, c'est sur le rugby. Il a été question du rugby tout à l'heure. Ce qui est très intéressant avec le rugby, c'est 3 petites choses. Le premier, c'est que c'est un sport dont l'un des éléments essentiels est le hasard. On ne sait pas où la balle va retomber. Donc, c'est une école de dépossession de soi. Hein. On n'est pas dans la maîtrise absolue au rugby. On ne connaît pas la trajectoire du ballon parce qu'on n'est pas des ordinateurs. Le deuxième point, c'est qu'on avance en passant la balle en arrière. Ce qui est là aussi très intéressant psychologiquement et qui suppose précisément d'avancer en sachant ce qu'on a derrière soi. Le troisième point, c'est qu'en rugby, qu'est-ce que vous voulez? Un talonneur n'occupe pas la même place qu'un pilier. Chacun sa place selon sa morphologie. Et ça, en démocratie, c'est tout à fait particulier en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette confusion de l'équivalence des droits qu'il faut souhaiter en démocratie, bien sûr, et pour laquelle il faut se battre, ou de l'égalité des chances pour laquelle il faut se battre, et de l'équivalence des talents, qui est une illusion totale en démocratie, qui culmine dans, je sais pas, Wikipédia, par exemple. Aussi. Merci. Merci, Raphaël. En un mot, Guillaume Sarkozy, sinon je vous coupe le micro, pour répondre au monsieur d'Accenture qui s'est levé, qui a posé une question. Oui, Raphaël a raison, le sport n'est pas la panacée. Il faut, monsieur, mesurer. Il faut mesurer l'efficacité, sinon ce sont des bons sentiments dont nous parlons depuis 1h30 et ce n'est pas très intéressant. Donc nous sommes en train de mettre en place des programmes de recherche afin de voir concrètement quelle efficacité
l'ensemble de ces programmes de sport et de bien-être ont sur l'activité économique de l'entreprise, sur l'absentéisme et la productivité. Il y a comme ça que véritablement on convaincra les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle. Parlons d'avenir ensemble, si vous voulez bien poursuivre le débat sur le sport filière d'avenir. Alors en quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre énorme? Est-ce qu'il y a des leviers de croissance énormes dans le sport, comme, je reviens sur tout ce que vous avez dit, comme outil de formation, d'éducation, d'intégration, outil social, outil politique aussi, outil diplomatique. Donc où sont les leviers de croissance? Qu'est-ce que je fais moi? Je vous écoute aujourd'hui, vous êtes formidable, en plus c'est vendredi matin, presque le week-end, tout ça, vous êtes sympa, mais ok, je rentre dans ma boîte cet après-midi, demain, lundi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour utiliser les leviers de croissance potentiels? Qu'est-ce que je fais donc pour profiter un peu de tout cela et pour booster aussi l'économie de ma boîte et l'économie du pays? Que fait le pays aussi? On a l'impression qu'on est à la ramasse en termes de grands événements. En même temps, des gens nous disent surtout, mais surtout ne demandez pas les Jeux Olympiques. On va se planter, on va y perdre des milliards. Donc voilà, expliquez-moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons tous ensemble? Que doit faire le pays? Vous avez 3 heures, il nous reste juste 20 minutes. Denis? Si j'avais la solution miracle, je la donnerais. Par contre, ce que je crois, mais vraiment ce que je crois, d'abord, si vous me permettez, je crois qu'il faut distinguer, en parlant de sport, ce qui est relatif au haut niveau et ce qui est relatif à la pratique du plus grand nombre. Le haut niveau, pardonnez-moi, c'est quand même une forme de pathologie. J'en ai fait un petit peu aussi. Si on n'a pas des aptitudes particulières en termes de talent et aussi en termes de consistance psychologique, il faut quand même, quand on est nageur de haut niveau, accepter de faire 6 heures dans l'eau en aller-retour pour compter les carreaux et être performant 4 fois dans l'année. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et heureusement, sinon ça ne serait pas du haut niveau. Par contre, le sport, de manière plus générale, ça permet de progresser. Tout à l'heure, Raphaël parlait de 9,54. Il n'y a que Usain Bolt qui le fait, heureusement. Par contre, si un gamin fait 20 secondes et qu'on lui dit demain, si tu t'entraînes un peu, tu pourras faire 19,5. Mais c'est intéressant pour lui de progresser par rapport à lui-même. Et s'il a, comme cela, l'envie de se situer mieux, d'être plus performant, demain, il sera aussi un citoyen plus accompli. Il aura, par l'intermédiaire du sport, parce que moi, c'est un peu mon... Attends, 2 secondes, Nicolas. C'est un peu mon dada. Je suis désolé d'insister dessus. Tout commence au plus jeune âge. Bien sûr. Quand on arrive dans un club, il y a quand même quelque chose d'essentiel dans un club. Vous n'êtes rien, vous êtes un gamin et on vous dit, désormais, tu es membre du club. Oui. Tu possèdes quelque chose alors qu'auparavant, tu n'avais rien. C'est ce sentiment d'appartenance qui crée un repère dans une société qui est en mal de repères. C'est inestimable comme bien. C'est ça qu'il faut encourager. À un moment où on dépense des centaines de milliers d'euros à réparer des dégâts qu'on pourrait éviter si on était en prévention. Denis, parenthèse. Juste une parenthèse, en tant que patronne du CNOSF, vous connaissez évidemment la ministre des Sports qui est absente aujourd'hui, mais voilà, mais les gens de l'Éducation nationale vous connaissent ou pas du tout, c'est deux mondes différents? On a des conventions avec l'Éducation nationale. Alors, oui, mais elles servent à quelque chose ou pas, ou elles calent les meubles? Non, mais je vais vous raconter une anecdote, puisque Luc Châtel était présent hier. Ouais. Un jour, il me dit, ça vous intéresserait de discuter avec les inspecteurs d'éducation physique et sportive? J'ai dit oui, à condition que le S de sport soit aussi important que le E et le P d'éducation physique. Parce que le sport, c'est ludique, c'est d'abord du plaisir. Évidemment. Et c'est comme ça qu'il faut le présenter aux jeunes. Leur dire qu'ils vont s'amuser, dire qu'ils vont faire de l'éducation. Je ne suis pas sûr que ça prenne. Donc ça, c'était une parenthèse. Mon deuxième truc, c'est que vous n'avez pas du tout répondu à la question que je vous ai posée. En tout cas, c'est bien. Mais vous n'avez pas du tout répondu. Ah non, j'ai en gros, je fais quoi, moi, vous m'avez demandé si j'avais des relations, j'ai dit qu'on avait une convention non, c'est pas celle-là. C'est la question de bien avant. En fait, c'est en gros, que doit faire le pays? On a l'impression qu'on manque d'événements d'ampleur, d'événements mondiaux. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher les Jeux Olympiques? Alors, hormis pour l'ego de certains hommes politiques qui en rêveraient, j'ai l'impression que d'autres n'en veulent surtout pas parce que ça va coûter un pognon monstre. Est-ce que ça va rapporter? Ça fait partie des questions. On se bagarre là-dessus. L'avenir, sport filière d'avenir, est-ce que ça passe aussi par les grands événements? Bien sûr que ça passe par les grands événements. Il y a des pays qui montrent qu'ils ont misé sur des grands événements. Alors, un peu, pour certains, pour avoir une notoriété supplémentaire. Oui.
Je crois que ce n'est pas le cas d'une autre si demain on a une envie, une politique de grands événements. Ça rapporterait quoi? Je crois sincèrement que l'envie d'organiser de grands événements, que ce soit un Grand Prix de Formule 1 ou les Jeux Olympiques, ça ne vaut que si on a un projet de société qui est lié à ce grand événement. Organiser pour le plaisir d'organiser, on sait faire, ce n'est pas suffisant. Philippe, dans la même question, il y a sport filière d'avenir, je fais quoi? Moi, je suis chef d'entreprise, je vous entends, vous êtes tous sympathiques, je fais quoi? À partir de demain, à partir de lundi, comment est-ce que je peux en profiter, en bénéficier? Où est-ce que je vais chercher la croissance avec, grâce et pour le sport? Qu'est-ce que je fais demain dans ma TPE, PME, fédération, syndicat? Alors c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que si l'État ne peut pas tout, l'entreprise aujourd'hui peut beaucoup. C'est par la pratique du sport en entreprise, en jeu de santé publique, en jeu de motivation interne, mais il y a aussi le sujet industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans le sport un potentiel d'innovation assez considérable parce que la notion d'analyse de l'efficacité du produit est plus nécessaire encore dans le sport qu'ailleurs. Je donnerai un exemple. On évoquait hier les technologies qui allaient entourer, accompagner l'individu. Le premier environnement que le consommateur a, c'est le textile. Aujourd'hui, les nouvelles technologies les nouvelles énergies aussi d'ailleurs, seront embarquées dans le textile. C'est-à-dire que le premier élément de communication qui sera en fait le lien avec votre smartphone sera votre chemise, votre t-shirt, votre parka, etc. Ça permettra à la fois de suivre, alors ça démarrera par le sport, ça démarre déjà d'ailleurs par le sport, pour mieux analyser la performance du sportif. Ça passera dans le grand public et ça passera aussi dans le médical. C'est-à-dire que pouvoir aujourd'hui analyser et suivre la performance du sportif, c'est pouvoir analyser et suivre la personne qui est hospitalisée ou à l'hôpital ou à domicile. Bref, il y a dans le sport aujourd'hui des éléments d'innovation en termes industriels qui sont tout à fait considérables. Donc, voilà. Et puis notre participation aux grands événements, c'est en effet mobilisé dans chaque région. Hein. Donc, le projet ne passe pas seulement par des grands stades, par une mobilisation, mais ça passe aussi par l'ensemble des clubs, et ces clubs vivent la plupart du temps par les entreprises. Je reviens sur la formation. Oui. La formation, c'est les clubs, c'est les jeunes, c'est les parents. Les parents sont les salariés. Il faut donc que l'entreprise, et ça fait partie des réflexions que nous avons eues autour du chèque sport, sur lequel le MEDEF a beaucoup travaillé, nous avons là, avec le chèque sport, un éventuel outil pour pouvoir financer le développement et le financement de la formation du sport en France. Sport filière d'avenir, qui répond là-dessus? Bernard Lama, je vous ai vu réagir aussi. Oui, premièrement sur les grandes compétitions. Pour avoir l'organisation d'une grande compétition, il faut que le monde sportif soit en avant. M. Massiglia ne peut peut-être pas le dire, mais moi je peux le dire. Nos hommes et femmes politiques sont trop devant. Il faut laisser le monde sportif s'en charger, premièrement. Deuxièmement, l'impact. En tout début, quand on a commencé, vous avez dit que je venais de la Guyane, effectivement. Je viens de la Guyane, je suis vice-président du GIP, Groupement d'intérêt public Guyane Base Avancée 2014-2016. Le mouvement sportif et moi-même avons proposé ce projet pour la Guyane. La conséquence, c'est quoi? 17 ans, pendant 17 ans, nous n'avons pas eu de construction d'hôtel en Guyane. Il y en a 5 qui sont en construction. Qui va accueillir tous les sportifs qui vont venir s'entraîner pour les compétitions au Brésil. Entre autres, mais aussi le public, bien sûr, les supporters qui pourront venir et en même temps profiter pour découvrir la Guyane. 35 millions d'euros qui sont investis sur les infrastructures. Et derrière ça, la possibilité d'organiser nous-mêmes des compétitions. Donc autrement dit, dans une région, quelle qu'elle soit, je pense qu'à partir d'une compétition, et là, il ne s'agit même pas d'organiser une compétition, il s'agit simplement de profiter de l'aubaine qui est les 2 plus grandes compétitions au monde, juste à côté au Brésil, pour pouvoir développer un territoire, pour pouvoir développer son image, ou redresser son image, si je peux m'exprimer ainsi. Donc oui, on a tout intérêt, du travail, des emplois, donc automatiquement une valeur ajoutée. Et je pense il nous faut investir dans les grands événements sportifs, mais il faut simplement surtout
laisser les sportifs gérer ces candidatures, quoi. Parce que les dernières que nous avons perdues ici en France, que ce soit Annecy ou que ce soit pour les Jeux, les dés étaient pipés dès le départ. Donc le grand public ne le sait pas, on ne peut pas forcément toujours le dire, mais moi, bon, je suis assez... je peux le dire en tous les cas, quoi. Vous pouvez le dire, oui. Ouais, laissons les sportifs agir. Christophe Blanchard-Dignac réagit. Pour dire d'abord qu'on a 2 événements mondiaux annuels en France. Pour un pays qui est tout de même pas le plus grand du monde, malgré tous nos rêves, on a le Tour de France, c'est le plus grand événement sportif mondial, il est tous les ans, et on a un des tournois du Grand Chelem de tennis. Déjà, gardons ce qu'on a, mais on va voir aussi l'Euro 2016, qui est une très grande compétition, by the way, comme on dit en français, puisque, comme vous savez, le français est la langue officielle de l'olympisme. C'est pas mal de le rappeler. Oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de dirigeants sportifs français qui parlent anglais. On a... c'est un des sujets qu'on a, d'ailleurs. C'est pas mal de le rappeler aussi. Aussi pour gagner les grandes compétitions. Voilà. J'ai une question là-dessus pour aller plus loin dans ce que vous disiez tout à l'heure. Vous les appeliez à rejoindre le cyclisme, etc. Je fais quoi? Moi, je suis chef d'entreprise. Bon, je sponsorise le maillot de mon club de pétanque, de mon club de sport, de mon club de foot local, etc. Mais si j'ai envie d'aller plus loin, j'ai peut-être pas forcément beaucoup de moyens. Qu'est-ce que je dois faire? Certains disaient aller dans la gouvernance, par exemple, du sport pour aider les clubs, voilà, dans leur gouvernance, dans leur fonctionnement. Qu'est-ce que je fais, moi, entrepreneur? Ok, vous me tentez tous avec vos idées de sport. Je fais quoi concrètement? C'est quoi la boîte à outils? Qui m'explique? Merci beaucoup pour l'explication. La boîte à outils, on l'a un peu donné tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce fameux code de bonne conduite que le MEDEF a édicté dans la relation qui permet à la fois de parfaitement accompagner le club, l'association que nous soutenons financièrement, et à partir de là, engager non seulement de la performance, mais aussi de la vertu. Donc voilà, c'est... Christophe Blanchard-Dignac et Guillaume Sarkozy. Non, la première des choses, d'abord embaucher des sportifs. C'est d'excellents collaborateurs. Moi, c'est désespérant quand je vois les CV. C'est tous pareils. Embaucher des anciens sportifs ou des sportifs? Oui, des anciens sportifs. Quand vous avez dans un CV quelqu'un qui a par exemple fait un peu de philosophie ou quelqu'un qui a fait du sport, ça change des profils habituels et ça fait aussi partie de la diversité dans l'entreprise d'avoir un petit peu des gens qui ont l'esprit ouvert. Vous pouvez lui envoyer votre CV, Raphaël, à la Française des Jeux. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est un des sujets qu'on a. Deuxièmement, donc, pour les chefs d'entreprise, intéressez-vous aux 17 milliards d'euros que dépensent chaque année les Français en dépenses sportives des Français. Les ménages, c'est 17 milliards d'euros par an. Donc, ça vaut le coup de regarder. Et intéressez-vous aux grands événements, parce que les grands événements, ils sont bons pour le tourisme, ils sont bons pour la France. Et la Française des Jeux a été évidemment taxée pour l'Euro 2016. Plus de 200 millions d'euros vont venir au total, 160 millions d'euros vont venir des joueurs de la Française des Jeux. Mais ça fait aussi partie des choses qui attirent du monde. C'est bon, les Jeux Olympiques de Londres, c'est pas vrai que c'est un gouffre financier. Ça a attiré beaucoup de choses pour le Royaume-Uni. Favoriser la pratique du sport dans votre entreprise, donc, et rendez-vous le 19. Oui, ça suffit la pub, on va le redire à la fin. Bernard Lama réagit. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire M. Blanchard et le fait d'employer des sportifs, vous savez, le sportif de haut niveau ou le sportif tout court, tous les jours, il se remet en question. Tous les jours, il faut qu'il aille gagner sa place. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu gardien de l'équipe de France comme ça par hasard. Donc tous les jours, et ça s'appelle l'humilité. Peut-être ce que l'on n'a pas suffisamment dans notre société. Et, je pense que le sportif, il l'amène. Il l'amène parce qu'il va se remettre en question, il va réfléchir sur des problématiques. Et quand vous faites du sport, vous êtes toujours obligé de réfléchir et de trouver des solutions. Moi, il me fallait en permanence étudier mes adversaires pour savoir comment ils allaient frapper le ballon et savoir comment moi j'allais plonger pour le récupérer. Et ça, c'est tous les jours. Et c'est la grande différence avec la société en général. Quand vous êtes un sportif, vous êtes avec un contrat à durée déterminée. Bien sûr. Donc, il faut le justifier déjà, premièrement, et puis il faut aller en chercher un autre. Merci Bernard. Je voulais laisser la parole rapidement à Guillaume Sarkozy, Raphaël Enthoven, Philippe Joffard.
avant d'attaquer bientôt la conclusion. Guillaume Sarkozy. Oui, je voulais revenir sur un scope qui nous est cher, c'est celui du handicap. Vous pouvez aussi embaucher des sportifs handicapés. Bien sûr. Nous en avons 2 et vous payez des fortunes, parce que vous n'avez pas les 6% de personnes handicapées dans votre entreprise, donc vous payez des fortunes de taxes. On peut vous aider à vous dire comment vous allez faire pour embaucher des sportifs handicapés, les laisser pratiquer leur compétition, être une valeur d'exemple, et vous pouvez aussi aider des compétitions mondiales de handicap. D'ailleurs, l'année prochaine, nous allons organiser les championnats du monde, contribuer à l'organisation des championnats du monde en avril à Deauville de dressage d'équitation. Donc, il n'y a pas que dans les sportifs non handicapés que ça se passe. Hein. On est bien d'accord, on rappelle que vous ne les embauchez pas parce qu'ils sont handicapés, mais parce qu'ils ont du talent et parce qu'ils ont des compétences pour l'entreprise avant tout. Et c'est pas mal de le rappeler. Je ne doute pas que vous étiez sur cette ligne-là, bien sûr. Raphaël, Antoven, je vois réagir. Philippe ensuite. Oui, juste pour rappeler que la pratique de la philosophie n'est pas une garantie d'ouverture d'esprit. Vous avez des tas de philosophes bornés. Et c'est essentiel de le rappeler aussi, je veux dire. Il ne suffit pas d'avoir une matière d'ouverture, il ne suffit pas de professer l'ouverture pour être soi-même ouvert d'esprit. Je connais des tas de gens, par exemple, qui sont tellement tolérants qu'ils excluent de leur cercle tous ceux qui le sont moins qu'eux. Et donc... C'est bonne définition. Bon, donc c'est juste une parenthèse. Je voudrais en venir à cette question du progrès, du progrès. Parce que c'est important, cette histoire. On ne questionne pas le progrès. Il faut savoir d'où ça vient, l'idée de progrès, le culte du progrès chez nous. D'où ça vient? Comment c'est né? C'est né de la perte des systèmes antiques. Hein. C'est né du fait que l'univers a cessé d'être clos pour devenir infini. On est passé dans un monde infini et du coup, la mesure a été remplacée par la gloire ou par la performance. La santé a été remplacée aussi par l'exploitation du champion jusqu'au bout de ses limites. Je veux dire, en passant du monde clos des anciens à l'univers infini des modernes, on a remplacé l'art de trouver sa place par la volonté folle d'en reculer indéfiniment la limite. Le progrès est né d'un rapport tragique au monde, c'est-à-dire d'un rapport au monde où la Terre n'est plus le centre du monde, l'homme n'est plus le centre de la Terre, l'univers est infini et nous avons pour seul but dérisoire de progresser indéfiniment, c'est-à-dire très peu, dans un monde qui de toute façon s'en fiche. Donc il faut quand même savoir que le progrès est né de ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien, ça donne aussi le fait que le progrès est une bataille perdue d'avance si on se donne une ligne de fin, c'est-à-dire si on prétend parvenir à l'horizon. L'horizon, on n'y parvient pas davantage qu'en marchant tout droit vers l'horizon, si vous voulez. Le progrès est une bataille perdue d'avance si on se le représente comme une victoire sur l'autre. Si en revanche, on le pense, et c'est là que je voulais en venir, comme une victoire sur soi-même, c'est-à-dire comme une façon, c'est comme le courage, si vous voulez. Le courage est sans victoire, sinon sur soi-même. Si on se représente le progrès, le vrai progrès, comme une victoire sur soi-même, alors là, on accède à ce qu'on peut appeler, je crois, un esprit sportif. Et vous avez parlé tout à l'heure du sport comme d'une filière d'avenir, tout ça indexé à l'idée de progrès, tout ça est très bien. Mais cette victoire sur soi-même dont je parle fait du sport non pas seulement une filière d'avenir, mais d'abord peut-être une filière de présent, une filière de présence au monde. Et il est là, le filon. Voilà. Merci de l'avoir souligné. Alors, on est en famille, je vous donne le making-of. L'iPad a planté, donc j'ai plus vos questions. Je voudrais frustrer personne, enfin je vais en frustrer beaucoup. Il me reste 14 secondes 24 s'il y avait une ou deux réactions dans la salle avant d'inviter nos intervenants. À la conclusion, je vais donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu, s'il vous plaît, d'abord, parce que je vois des mains qui se lèvent mais qui ont déjà eu le micro. Donnons la parole à ceux qui ne l'ont pas eu, en priorité, si vous le voulez bien, de peur que je me fasse lâcher à la sortie, ce qui sera le cas certainement. Qui lève la main? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, on vous donne le micro. Alors, un micro là-bas. Un micro là-bas. Quel micro? Allez-y. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Michel Gontard, MEDEF Vaucluse. Et je souhaiterais exprimer MEDEF Sport et Territoire. Alors, monsieur, vous avez 8 secondes pour le faire, je vous les offre. Ça sera très dur pour un méridional, mais on essaiera de tenir le score. Je vous aiderai, vous allez voir. Sachez qu'il y a dans les territoires et sur les territoires des chefs d'entreprise qui ont pris en charge des événements sportifs, mais également une continuité dans ceci. Et moi, j'ai le plaisir, je suis rugby, de présider une table ovale, et ce n'est pas que de la troisième mi-temps. Nous avons, M. Sarkozy, une équipe de rugby en fauteuil.
Et la finalité des quelques 100 chefs d'entreprise qui sont rassemblés, non pas autour de moi, mais entre eux, c'est de pouvoir porter cette équipe de rugby en fauteuil. Et croyez-moi, c'est une chose formidable qui nous donne un bonheur extrême. Et quelque part, c'est peut-être là où le MEDEF enrichit ses chefs d'entreprise. Merci beaucoup, monsieur, de le souligner. Deuxièmement, Dites dans donc. le cadre d'un MEDEF qui est le nôtre et qui m'a confié auprès d'autres collègues en mandat patronal, j'ai la chance et le bonheur de m'occuper de logement social patronal. Oui. Et sachez que là aussi, recherchons parmi les locataires que nous avons à la fois des joueurs de terrain et également des médaillés sportifs de terrain. Ils sont un formidable exemple dans ces quartiers difficiles pour démontrer un message que nous avons porté dans ces universités. Nos quartiers ont du talent. Nous les avons aussi au travers des personnes que nous hébergeons. Merci beaucoup, monsieur. Madame, bonjour, vous avez le micro. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vous invite à vous présenter. Marjorie Malbert, je viens donc de créer mon agence en conseil de management par le sport, qui propose des programmes de formation pour les écoles, pour les entreprises et également en travail avec les collectivités. Donc là où je voulais insister, c'est savoir comment travailler avec les collectivités pour rendre attractifs les territoires et notamment les PME et les TPE pour organiser des événements sportifs au niveau local et notamment en province. Je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses là, mais en tout cas, c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Madame, bonjour, vous avez le micro. Anne Lippmann, la Fédération française de natation, et je vous interpelle tous parce qu'en fait, on nous parle du sport, mais est-ce que vous savez qu'on manque cruellement de stades nautiques ? Les phénomènes Manodou ou Bernard augmentent considérablement le nombre d'inscriptions dans les clubs, mais les clubs, par manque de créneaux horaires, ne peuvent pas accueillir tous ces futurs nageurs. Donc ça pose deux questions. Pourquoi manque-t-on autant de piscines en France, notamment pour l'apprentissage? Vous savez que l'apprentissage scolaire ne peut pas être fait dans certaines villes par manque de piscines ou manque de créneaux horaires. Oui. Et la relève de la natation française ne peut se faire que si on détecte des futurs talents. Si on n'a pas de piscine, il n'y aura pas de talent. Merci, madame, de parler des infrastructures. Les dernières questions dans la salle. Madame, bonjour, je vous offre la dernière question, dernière intervention. Bonjour, Françoise Farag. Nous sommes un éditeur de logiciels de gestion. Je viens reboucler sur la thématique du recrutement et de la Fédération du sport en entreprise. Il y a une initiative du MEDEF qui est à l'origine du MEDEF 93 qui s'appelle « Nos quartiers ont des talents », dont l'objectif... Magnifique opération. Oui, tout à fait, puisqu'on aide les jeunes diplômés issus des quartiers populaires à trouver leur premier emploi sous forme de parrainage. Et c'est une opération qui est partout en France, qui est née dans le 93, mais qui est dans toutes les régions maintenant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'intérieur de cette association, on a monté une équipe de foot féminin qui rassemble des marraines et des filleuls. Et donc, ça permet d'aider les jeunes sous une autre forme, avec toutes les valeurs qui sont attachées au sport, mais également de faire autre chose que de les aider dans le cadre d'entretien plus formel qu'on peut avoir avec eux, ou avec elles en l'occurrence. Merci beaucoup de le souligner. Et l'opération et le sport féminin, important aussi. Je voulais vous remercier pour vos contributions. Mesdames et messieurs, autour de la table, si on doit tenir la pendule et je m'y engage, je vous invite à nous offrir, pardon, je ne peux pas, le mot de conclusion. Je voudrais que chacun d'entre vous me dise ce que je dois retenir et surtout avec quel message clé je repars dans mon entreprise, dans mon territoire, dans ma fédération, dans mon syndicat. Qu'est-ce que je retiens de tout cela ? Et en quoi je vais être un acteur engagé du sport dans mon entreprise, sur mon territoire et pour mon pays. Je vous invite à la conclusion. Bernard Lama, pour commencer. Allez-y, n'ayez pas peur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura que du positif à partir du moment où vous prenez les choses du bon côté. C'est-à-dire que vous considérez le sport comme un élément essentiel de notre vie, déjà d'une part, et ensuite de votre société. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais les sportifs sont capables de développer énormément de choses, et pas seulement, je dirais, physiquement, mais aussi mentalement. Un site internet, vous irez voir Diambars, D-I-A-M-B-A-R-S, magnifique association, magnifique action. Merci beaucoup pour ça. Raphaël Antoven, votre mot de conclusion. Deux exemples. L'équipe de France en 1998, championne du monde,
et John McEnroe en finale de Roland-Garros en 1984. L'un et l'autre avaient en commun de ne pas savoir que c'était impossible et du coup ils l'ont fait. Merci, c'est ce que l'on va retenir également. Christophe Blanchard-Dignac. Bon, intéressez-vous au sport, hein, c'est bon sur le plan économique, c'est bon pour la cohésion sociale de l'entreprise, c'est surtout bon pour les... comment dire, faites qu'on soit un peu plus collectif en France, hein, parce qu'on disait il n'y a pas assez de piscines. Vous savez que la France est avec les États-Unis, après les États-Unis, le pays où il y a le plus de piscines par tête d'habitants. Simplement, ce sont les piscines privées et il n'y a pas assez de piscines publiques, des piscines. Voilà le sujet qu'on a, c'est qu'on ne joue pas assez collectif en France. Donc le sport nous aide à jouer collectif. Ça, c'est la donnée des impôts sur le nombre des piscines. Alors, Denis Masseglia, le mot de conclusion. Raphaël. Excusez-moi, c'est Ivan Lendl, pardon, et pas John McEnroe en 84. Je suis désolé. McEnroe croyait que c'était possible et du coup, il ne l'a pas fait. Voilà, je m'arrête là. Et en même temps, Raphaël, comme personne ne s'en était aperçu, parce qu'ils ont la même culture que moi là-dessus. Vous êtes insultant. Les gens le savent. C'est pas... Pardon, oui, mais c'est pour ça. Denis Masseglia, qu'est-ce que je retiens de tout cela? En une minute, simplement dire que toute entreprise ne vaut que si elle est au service de l'homme et qu'elle mise sur l'humain pour se développer. Je pense que le sport, c'est probablement ce qui se fait de mieux pour faire en sorte que l'être humain s'accomplisse. Merci beaucoup pour ce mot. Guillaume Sarkozy, votre mot de fin. Moi, je choisis de faire le focus sur mon handisport. Donc, je suis prêt à vous aider. gsarkozy@malakoffmederic.com. N'hésitez pas et on se retrouve l'année prochaine. Merci d'avoir donné l'adresse à tout le monde. Philippe Geoffard, le mot de conclusion pour vous et puis au nom également du MEDEF. L'intitulé, c'était « Le sport filière d'avenir », point d'interrogation. Je pense qu'on peut répondre oui. On a surtout mis un point d'exclamation maintenant. Voilà, point d'exclamation. J'évoquais notre géographie et notre histoire qui sont un exceptionnel soutien. J'ai beaucoup aimé la métaphore de l'archer, le geste et la performance. Le geste, ce sera vous, hein, dans toutes vos entreprises, pour engager donc, ce changement sportif. Embaucher des sportifs, ça marche. Favoriser la pratique du sport. Nous vous y aiderons, nous trouverons des solutions dans l'esprit de ce qu'évoquait Accenture. Nous travaillons là-dessus, nous ne promettons rien, mais nous y pensons. Donc l'industrie, source d'innovation, la gouvernance, etc. Tout ça pour que ça se traduise en point de croissance PIB, une réduction de notre déficit commercial, puisque le sport y participe et c'est pas normal, et dans l'enjeu de santé publique. J'ai noté, Guillaume, que vous reviendrez l'année prochaine avec une salle de sport totalement financée et un programme pour mesurer précisément les avantages du sport sur la santé. Oui. C'est très académique, mais je peux vous dire que toutes les analyses empiriques confirment que le sport, ça marche. Alors merci de pratiquer. Merci beaucoup. On applaudit tous les intervenants, s'il vous plaît, qui est avec nous ce matin. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Hop, hop, hop. En petit mot, on ne bouge pas parce que la plénière enchaîne maintenant, la plénière de conclusion de cette magnifique université d'été. Dans la même salle, on reste en place. Vous allez avoir besoin de casques de traduction pour la prochaine plénière. Je voulais, quant à moi, vous remercier pour le plaisir que j'ai eu de vous accompagner. Et je voudrais qu'on applaudisse aussi les équipes techniques qui font un super boulot avec nous. Merci de les applaudir au son, à la lumière, à la vidéo. Merci à tous.